Bizarre, bizarre. Ça fait bizarre. Bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Allez, jeunesse! One more time! One more time! Et youpi! Bizarre, le podcast. Qu'est-ce qu'on se met à Marrakech? Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Bizarre, un podcast consacré à tous les cinémas atypiques, inclassables qu'on aime et qui se plaira à explorer les territoires un peu moins connus du cinéma. Et on profite donc de l'invitation de Panic Cinéma pour ce pilote enregistré en direct à la colo. On remercie Marie et Yann et toute l'équipe du forum pour nous permettre de réaliser cet épisode. Épisode durant lequel nous allons tenter de poser un regard sur le cinéma de Hong Kong, mais à Hollywood. En effet, beaucoup de cinéastes ont choisi au milieu des années 90 de partir de la future ex-colonie britannique pour les États-Unis. Aujourd'hui, je vous propose avec notre équipe de faire un rapide bilan de tous ces auteurs et pourquoi ils sont partis et surtout, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qui reste de tous ces réalisateurs qui, pendant 10 ans, se sont expatriés aux USA? Je suis accompagné de François Gaillard, réalisateur. Bonjour François. Bonjour. Mais nous sommes également ravis d'accueillir Sébastien Lecoq, qui a consacré chez Hardvac un ouvrage somme sur l'une des figures majeures du cinéma de Hong Kong, dont on va traiter dans ce podcast, Ringo Lam, l'incendiaire, vivement conseillé, qui revient en détail sur ce cinéaste. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est un des premiers ouvrages français qui analyse l'œuvre, qui ne fait pas juste un travail historique, mais qui analyse une œuvre de A à Z, du début à la fin de son œuvre. Et généralement, on prend quelques films, on prend un corpus, on prend une partie un peu superficielle, et c'est pour moi un des premiers qui s'intéresse vraiment à une figure hongkongaise, et je le recommande vivement. Commençons par le commencement. Donc le cinéma de Hong Kong dans les années 90, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça représentait? Sébastien? Pour moi, c'est vraiment un des cinémas qui m'a le plus marqué, qui m'a vraiment forgé en tant que cinéphile. C'est vraiment le cinéma de Hong Kong que j'ai découvert, comme beaucoup de gens de ma génération, je pense, par les vidéoclubs. Donc il y avait ce rayon film de karaté où on retrouvait un peu tout, ce qui était à la fois polar, wuxia-pian. Il y avait des films japonais, films chinois, tout était un peu mélangé. Et donc moi, j'avais la chance d'avoir un vidéoclub. J'avais été un petit village de banlieue en Belgique, mais il y avait un vidéoclub qui était richement fourni, donc en film de karaté, comme il disait. Donc, je pouvais en louer 2, 3 par week-end, je me les faisais tous. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir mes premiers Jackie Chan, évidemment. Puis il y a Jet Li qui est arrivé, Cheveux Fat, il y a eu quelques VHS qui sont sortis en France, avec la collection, c'est une collection HK de chez Polygram, je pense, qui a sorti notamment City on Fire, qui a été ma première porte d'entrée pour Ringo Lam, qui va me suivre pendant très longtemps. Mais ouais, le cinéma de Hong Kong, ça a été la première fois où je me suis dit qu'il y avait vraiment un cinéma différent de ce qui se faisait à la fois en France et aux États-Unis, qui étaient les deux grands cinématographies qu'on avait chez nous. Et là, le cinéma de Hong Kong est arrivé comme ça, un peu par hasard, en louant des DVD, d'abord des VHS, puis des DVD. Et je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose. C'était inconnu à l'époque, ça m'était inconnu, je n'avais jamais vu ça. Je connaissais Bruce Lee, mais c'était tout. Puis voilà, Jackie Chan, Jet Li, le cinéma d'arts martiaux, puis le polar est arrivé. Puis après, on découvre quelques auteurs, genre Wong Kar-wai, les grandes figures comme ça. Et après, c'était une filmographie qui était tellement riche qu'on pouvait se plonger à corps perdu dedans. On découvrait plein de films, plein de genres, plein d'auteurs, plein d'acteurs, et c'était toujours passionnant. Les films n'étaient pas toujours réussis de A à Z, mais il y avait des idées, il y avait une énergie qui était là, qu'on retrouvait nulle part ailleurs, et qui a vraiment le cinéma hongkongais des années 80-90. C'est vraiment un genre à part entière. C'est plus qu'un cinéma d'un pays, c'est vraiment un genre, je pense. Le cinéma hongkongais de ces années-là. Et voilà, ça a été pour moi une vraie porte d'entrée pour des cinémas autres. Après, je me suis intéressé au cinéma japonais, cinéma coréen, cinéma thaï, tout ce qui est venu en fait, mais tout part du cinéma de Hong Kong. Et même question pour toi, François? Alors, moi, en fait, ça a démarré par 2 films. Le tout premier, c'est quand j'avais 9 ans, ma maman qui m'a emmené voir secrètement Les Aventures de Jack Burton parce qu'elle était follement amoureuse de Kurt Russell. Donc, j'ai découvert ce film où je voyais déjà à l'époque un film certes américain, mais qui un peu caricaturait ou copiait certains films de Hong Kong, dont on le sait maintenant, Zuleika et de la montagne magique de Tsui Hark. Et donc, c'est la première fois que je voyais des mecs voler dans les airs, s'échanger des coups d'épée, et voilà. Et parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'étais pas du tout intéressé par le cinéma d'action. J'étais principalement cinéma fantastique et cinéma d'auteur. Et pour moi, le cinéma d'action était juste un cinéma de gros bourrins, de gros bras, et ça me parlait pas du tout.
Et puis, quelques années plus tard, un ami, Yann Moreau, qui a co-réalisé un film avec moi, m'a fait découvrir, on regardait beaucoup de films de vidéoclub, et m'a fait découvrir Une balle dans la tête. Et je voulais pas le voir parce que je lui ai dit, ouais, ça va, c'est encore un film de bourrin, c'est que des gars qui se tapent dessus, je m'en fous. Et j'ai dû regarder le film avec lui parce que j'avais perdu un pari. Et en fait, je me suis surpris à voir la larme à l'œil. Je me suis complètement laissé avoir par la naïveté de John Woo et toute l'émotion qui se dégageait du film. Et ça m'a hyper intrigué. Donc du coup, j'ai d'abord voulu découvrir John Woo, l'auteur, en fait. Et puis bon, les films principaux qu'on pouvait découvrir à cette époque-là. Donc j'étais allé voir The Killer en salle, qui était ressorti en 95. J'ai loué À toute épreuve, etc. J'ai regardé Les Syndicats du crime. Et puis ça m'a amené forcément à découvrir. Après, il y a eu, comme le dit Sébastien, il y a quelque chose qui s'est passé à cette époque, dans ces années un peu 96-97. Été 97, il y a eu à la fois Contre-attaque de Jackie Chan qui sortait, de Stanley Tong, mais avec Jackie Chan. Il y avait une rétrospective Tsui Hark qui passait en salle à cette époque-là. Et moi, je me souviens qu'on s'est pris dans la tête avec un groupe de copains, The Lovers, The Blade, Dans la nuit des temps, Zhu, les guerriers de la montagne magique, et même un film que j'aime beaucoup comme Butterfly Murders, qui était très bis. Mais si on aimait Fulci, on pouvait qu'aimer Butterfly Murders. Je me suis dit, putain, mais la vache, mais ils font tous des films comme ça là-bas. Enfin, et comme le dit justement Sébastien, c'était que voilà, c'était pas le cinéma d'un pays, c'était un cinéma de Hong Kong, en fait, avec toute sa variété. Et à la même époque, on avait d'ailleurs Happy Together qui avait eu le prix de la mise en scène à Cannes de Wong Kar-wai. Et je me disais, putain, mais en plus, ça va encore plus loin parce qu'on redécouvrait Chungking Express, Les Anges déchus, Les Cendres du temps. Et je me disais que c'était un cinéma de fou et que plus on creusait, plus on découvrait, autant dans le crapoteux, comme on le sait après, si on va creuser jusqu'à la catégorie 3, que dans l'autorisant et le raffiné avec des mecs comme Wong Kar-wai. Et voilà, et tout comme Sébastien, ça m'a amené aussi à une curiosité qui m'a poussé à découvrir le cinéma asiatique en général. Donc d'abord le cinéma japonais, et puis le cinéma coréen, et ainsi de suite, quoi. Pour revenir à la question initiale, on parlait d'essayer de définir un peu rapidement ce qu'était ce cinéma de Hong Kong. C'est quoi? C'est le montage, la frénésie? En fait, moi, je pense que la meilleure définition du cinéma hongkongais, c'est un cinéma qui est indéfinissable, en fait. Parce que on va autant passer de films qui sont hyper autorisants, où on va citer Wong Kar-wai, qui est vraiment la figure tutélaire, à des films complètement bis, des histoires de fantômes, de vampires, des catégories 3, des films qui sont immondes, disons-le. Par exemple, le cinéma de Hong Kong, c'est à la fois Ebola Syndrome et Les Sons du Temps, par exemple. C'est tout un spectre comme ça. Et ce qui dit, c'est tous ces films-là, parce que si on prend les prix Wong Kar-wai, il y avait une énergie qui est vraiment folle, qui est vraiment dingue. C'est une rage de filmer, en fait. C'est une rage, les gens avaient envie de filmer. Ils avaient très peu de moyens, très peu d'argent, mais ils avaient une rage de filmer. Et moi, pour m'être entretenu avec plusieurs personnes qui connaissaient bien le cinéma de Hong Kong, en fait, la plupart des gens là-bas, des metteurs en scène, c'était pas des grands cinéphiles, finalement. Donc, ils n'avaient pas cette influence extérieure, ils faisaient des films comme eux pensaient que ça se faisait. Et c'est ça qui a fait la spécificité du cinéma de Hong Kong. C'est que c'est vraiment un cinéma qui ressemble à aucun autre. Ça ne ressemble pas aux Japonais, ça ne ressemble pas au cinéma américain, ça ne ressemble pas au cinéma européen. Ça englobe tout ça. En fait, si on prend par exemple John Woo, c'est quelqu'un qui était très fan de la nouvelle vague française. Donc ça se sent un peu par moment. En fait, il a pris cette nouvelle vague, il l'a adaptée à Hong Kong. Et il en a fait cette espèce de cinéma opératique, grand guignolesque, même qui peut paraître risible aux yeux de certains. Mais pour toute personne qui rentre dedans, genre The Killer, c'est une tragédie insensée. Si on prend pareil Une balle dans la tête, c'est une tragédie avec des émotions qui sont vraiment décuplées par rapport à ce qui se faisait ici. En fait, c'est un cinéma qui n'a pas peur, en fait, qui n'a pas peur d'y aller, de mettre les mains dedans. Parce que tu sais qu'en Europe, aux États-Unis, parfois on prend un peu le cinéma du genre, on le prend du bout des doigts, comme si c'était un cinéma qui était un peu crapoteux finalement. Alors qu'à Hong Kong, non, Hong Kong, quel que soit le sujet, quelle que soit la thématique du film, on y va à fond, on le prend pareil. Et je pense que c'est ça vraiment, si moi je devrais définir ce cinéma de Hong Kong, c'est ça, c'est le fait de ne pas y aller à reculons, de ne pas prendre du bout des doigts, on prend son sujet, on le prend à pleine main, on se plonge dedans, et voilà, on sortira ce qu'on sortira, quoi. Mais il y a toujours une vie qui s'en dégage, qui est vraiment immense. Alors le cinéma de Hong Kong est un petit peu découvert par un public un peu averti au début des années 90, on va dire, en tout cas de manière fin des années 80, début des années 90. Et puis il intéresse rapidement Hollywood. Mais il y a quelque chose qui va un peu marquer ce cinéma-là, même la vie de Hong Kong tout simplement. C'est la rétrocession qui arrive. Donc en 97, Hong Kong va retourner à la Chine après avoir été une colonie britannique. Il y a quelque chose qui fait peur aux réalisateurs et ils vont décider de se tourner vers les États-Unis. Beaucoup de gens, c'est un événement qui était connu, tout le monde savait quand le 1er juillet 1997, Hong Kong allait repasser sous le pavillon chinois. Mais bon, dans les années 80, 70, ça semblait très très loin, donc les gens ne s'y intéressaient pas vraiment. Puis il y a eu un gros élément déclencheur, c'était le massacre de Tiananmen,
où là, les Hongkongais ont compris ce qu'était vraiment le gouvernement chinois, en fait, et ils ont eu très peu envie de repartir sur d'être dirigés par ces gens-là, en fait, quelque part, même s'il faut quand même toujours se souvenir que Hong Kong, c'était une colonie anglaise, et qu'il y avait vraiment une différence entre les citoyens anglais et les Hongkongais, en fait. C'était une colonie, il ne faut pas oublier ça, mais à Hong Kong, on se disait, mieux vaut être sous tutelle anglaise que chinoise. C'était en gros le sentiment général. Et pour le metteur en scène, par exemple, je sais que John Woo, qui est le premier à partir aux États-Unis, lui, c'était vraiment qui a grandi en Chine. Donc lui était un anticommuniste vraiment revendiqué. Lui, c'était hors de question qu'il reparte en Chine. Donc on voit ce qu'il a fait plus tard. Bon, il s'est remis en question, mais c'était vraiment lui, c'était son idée. Il voulait pas grandir là-bas. Donc il est parti aux États-Unis, c'est en 92, je pense, pour Art Target. Il voulait que les enfants grandissent là-bas, en fait. Lui, il voulait mes enfants, ils vont grandir à Los Angeles et ce sera très bien. Puis voilà, il y a Tsoyar, il y a Ringo Lam qui sont partis là-bas pour travailler. Mais en fait, c'est ça, oui, c'était vraiment une peur qui assaillait tout le monde, les metteurs en scène, les comédiens, tout le cinéma, mais plus généralement, toute la société hongkongaise avait peur de ce qui allait se passer. Et il y a une phrase qui résume bien ça, c'est une phrase je pense que c'est Billy Tang, qui est un grand réalisateur de catégorie 3, qui disait que en fait, l'âge d'or de la catégorie 3, c'est 93, 97, c'est vraiment les années qui précèdent la rétrocession. Il dit à l'époque, on avait vraiment cette peur en nous, cette angoisse, et on s'est servi du cinéma pour vraiment exorciser cette angoisse qui nous prenait aux tripes, quoi. Oui, comme pour faire ce qu'on ne pourra plus peut-être faire quelques temps après, ce qui s'est avéré d'une certaine manière. Complètement, oui, complètement. Et donc pour faire un dernier petit point sur l'historique de ça, en fait, donc, le 1er juillet, donc, la rétrocession est active. Et donc, c'est quelques mois après, c'est en avril 1998, le gouvernement chinois a mis en place, enfin, le gouvernement hongkongais sous tutelle chinoise a mis en place un bureau qui, en gros, devait aider les cinéastes à faire des films à Hong Kong, mais c'était une façon détournée pour eux d'avoir un droit de regard sur les projets. Et si ce bureau n'invalidait pas le projet, le film ne se faisait pas. Donc, évidemment, tout ce qui était trop subversif, trop politique, trop engagé, le bureau n'aidait pas le projet, le film ne se faisait pas, ou s'il faisait, c'était dans des conditions vraiment hyper indépendantes, très très petit budget, et le film n'avait pas accès au marché hongkongais ou chinois. Je trouve que la vision de Sébastien est très bien vue, parce qu'il a vraiment le regard politique sur la situation. Moi, je l'ai plus vu comme un newbie, un petit peu, cette peur un petit peu de la rétrocession à travers le cinéma, enfin, qui s'exprimait déjà. Je me souviens qu'à toute épreuve, qui date de 91-92, se passait en 97. En tout cas, sur les résumés, à l'époque, il le présentait comme ça. Donc ça se passait déjà l'année de la rétrocession. Et bon, forcément, après, on a eu le pick-up de... Je trouve que des fois, ça a été un sujet, certes, politique, et puis parfois, en même temps, un peu d'exploitation. Et bien sûr, je pense qu'on a tous en mémoire le piège à Hong Kong de Thuark qui utilisait ça comme un prétexte complètement mongoloïde et au pire débordement, aux pires excuses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Mais... Donc commençons par passer en revue les réalisateurs. Donc commençons par John Woo pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est le premier à partir. Deuxièmement, c'est peut-être celui qui a le style le plus immédiatement identifiable, je pense. Je parle formellement. Et troisièmement, il n'est pas parti tout seul. Il y a un truc qui est intéressant, parce qu'il fait Chasse à l'homme en 93, et puis il va faire beaucoup de films jusqu'en 2003, où il fera Paycheck, mais avant de revenir à Hong Kong avec Les Trois Royaumes, mais il part aussi avec Terence Chang, qui est son producteur, qui va... ce qui est assez malin, c'est qu'il part avec quelqu'un qui est là pour le soutenir aussi. Ce qui est quand même important, sachant qu'à l'époque, John Woo, il voulait partir aux États-Unis, et apparemment, c'était une idée qu'il avait depuis très très longtemps. Je pense que peut-être que la rétrocession a accéléré les choses, mais en tout cas, lui, il comptait partir, et Terence Chang, ils avaient l'idée de partir. Donc... pour faire simple, est-ce que déjà les premiers essais de John Woo se sont bien passés aux États-Unis Comment ça s'est passé? Si je me fie justement aux premiers articles que j'ai pu lire sur HK à l'époque, et même Impact un petit peu, qui en avait parlé, même avant, enfin vraiment à l'époque de la sortie, parce qu'avant de parler de la sortie d'un John Woo, nous, en tant que Français, on parlait de la sortie du nouveau Van Damme, en fait, qui était au sommet de sa gloire hollywoodienne à ce moment-là. Je crois que ça s'est pas si bien passé que ça. Je me souviens d'interviews de Terence Chang qui racontait que les producteurs emmerdaient déjà beaucoup John Woo sur son accent, en fait, quand il s'adressait à ses équipes, et sur son anglais. Alors, je sais pas si Sébastien, tu avais entendu parler de Oui, il y avait ça, en fait. De ça. Je sais que ça s'est mal passé avec Jean-Claude Van Damme, qui à l'époque était une star mondiale du cinéma. Et John Woo, ça restait le Chinois qui venait faire des films aux États-Unis, quoi. Il est parti avec Terence Chang. Terence Chang, lui, c'est un producteur. Et
Je veux dire que le terme n'est pas de manière péjorative, mais en fait, c'est un commerçant, Terence Chang. Lui, il voulait faire un business là-bas, il voulait faire de l'argent. Donc, il faut savoir que beaucoup de producteurs hongkongais, c'est vraiment des commerçants. Mais je dis ça au sens strict du terme. Ce sont des commerçants qui commercent dans le cinéma, qui font de l'argent avec ça. Donc John Woo est parti avec Terence Chang, mais avec aucune de ses équipes. Donc il est arrivé là-bas, il a découvert des équipes américaines qui ne sont pas rodées aux façons de tourner chinoises et hongkongaises. Donc ça a créé un espèce de décalage entre la manière dont on fait les films à Hong Kong. C'est-à-dire qu'à Hong Kong, tout le monde fait un peu tout. Alors, il y a une petite anecdote en parlant de ça, c'est que par exemple sur un tournage d'un film hongkongais, il y a Chow Yun-fat qui est une méga star. Sur le tournage, il vient avec sa gamelle et il mange assis sur un parpaing pendant le tournage. Donc il n'y a pas ce genre de cantine où tout le monde va manger. Les contrats, c'est des poignées de main. Les assurances, il y en a pas vraiment. Les cascadeurs, voilà, c'est des gens qui risquent leur vie chaque fois. Et en fait, quand on va à Hollywood, c'est très différent. Il y a des syndicats qui sont très puissants, des techniciens, des cascadeurs. Donc il a fallu que John Woo s'adapte à la manière de faire américaine. Ça a créé quelques étincelles, on va dire. Puis aussi, il y a Jean-Claude Van Damme qui était insupportable sur le tournage, qui était au sommet de sa gloire, donc il se prenait vraiment pour le roi du tournage. Je sais que j'ai entendu des choses de personnes qui étaient à Hong Kong à l'époque, qu'en fait Van Damme était doublé pratiquement tout le temps dans le cinéma, donc il ne faisait aucune cascade, il faisait les gros plans. En fait, Van Damme à l'époque, il faisait un peu ce que faisait Steven Seagal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faisait les plans, les gros plans, et dès qu'il y a des plans larges ou des combats, c'était plus lui, c'était des doublures. Donc ce que John Woo n'aimait pas, ce que John Woo voulait faire des plans, on voit les gens se battre, l'action, ce qui ne marchait pas du tout, donc il y a eu des problèmes de montage, enfin, il y a eu plein de problèmes, et ça s'est très mal passé avec Jean-Claude Van Damme, et le résultat est un film un peu hybride. On trouve quelques traces de style John Woo dans les ralentis, dans certains angles de caméra, mais pour le reste, ça reste un Van Damme movie plutôt lambda. Et je sais aussi que la dernière chose, la seule personne qui s'est vraiment prise affection pour John Woo, c'était Lance Henriksen, qui lui a essayé d'intégrer John Woo, de faire qu'il s'adapte bien au tournage. Mais voilà, face au monstre Van Damme, c'était compliqué. Je crois que François n'est pas d'accord. C'est un grand fan de John Woo, donc je vais lui passer le micro. Alors c'est juste, je trouve pas que le film soit réalisé comme un Van Damme déjà, même de l'époque, en fait, même à l'époque où c'était très hollywoodien. Alors certes, on sait tous que John Woo a énormément morflé. J'avais même lu des interviews de Arnold Vosloo, qui jouait le second de Lance Henriksen, et qui racontait justement qu'effectivement Van Damme avait ramené son père sur le tournage et qu'il allait voir des fois Lance Henriksen et il disait « Oui, mon papa trouve que tu joues pas assez bien sur cette scène, tu devrais secouer le fusil comme ça quand tu es énervé. » Donc je sais qu'Arnold Vosloo avait envoyé chier Van Damme en lui disant « Mais vas-y, cache ton père, on s'en fout, nous on continue à bosser. » Mais malgré toutes les difficultés, je trouve quand même dans les défauts typiquement de John Woo, c'est-à-dire les excès de ralenti, il y a quand même tous ces trucs un petit peu qu'on retrouvera par exemple dans un autre film entre guillemets foiré de John Woo qui est Mission Impossible 2. Je trouve qu'on peut retrouver les mêmes types de défauts entre Chasse à l'homme et Mission Impossible 2 avec les plans un petit peu shampoing de Van Damme au ralenti sur la nuque longue. Je suis d'accord. Donc finalement, ça se différencie malgré tout. C'est un film qui, je trouve, 30 ans après, garde quand même son identité à travers ses qualités, parce que je trouve qu'il a quand même une très jolie photographie, et ses défauts. Je trouve quand même que c'est assez soigné et que le finish dans le décorum un petit peu très Nouvelle-Orléans, alors oui, même s'il y a des excès de ralenti, je trouve quand même qu'aujourd'hui, on reconnaît la patte John Woo très soignée, quoi, en fait. Moi, c'est un film que j'aime bien, Art Target. Ouais. C'est un des jeux américains que je préfère revoir. Que je trouve plutôt correct par rapport à je le trouve très beau choses, visuellement, en fait. Je trouve qu'il il est con, mais il est très beau. Ah, comme Van Damme, en fait, il est con, mais il est très beau. Il y a quelque chose qui est assez fascinant, c'est que quand on pense à John Woo, on pense donc à ses plans, etc., mais on pense surtout au montage. Et comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est une spécificité du cinéma de Hong Kong. Or, ils vont quasiment tous avoir un problème, tous les réalisateurs qui vont partir là-bas, c'est qu'au moins leur premier film, ils vont avoir un problème de final cut. C'est-à-dire qu'on va leur dire non mais il faut pas monter comme ça, il faut pas que tu montes à la hongkongaise. Donc il y a un côté un peu schizophrène, je trouve, d'Hollywood, qui est de dire écoute, on est en train de te piquer tous tes plans, donc tu es la star, il faut que tu fasses un film, il faut que tu viennes faire un film chez nous, tu feras ce que tu veux, etc. Ou en tout cas on lui promet qu'il fera ce qu'il veut. Et il arrive et on lui dit mais par contre tu montes pas, tu fais comme, enfin il y a un truc un peu compliqué. On vient te chercher parce que tu sais faire des gâteaux à la fraise. On dit par contre tu feras des crêpes parce que nous on fait des crêpes et c'est salé parce qu'on fait pas de sucré, etc. Donc il y a un truc un peu compliqué. Oui, il y a un truc très schizophrénique là-dedans, c'est vrai. En fait, Hollywood amène des metteurs en scène étrangers. Il a toujours fait. Il y a eu les Allemands, il y a eu les Français, il y a les Hongkongais, il y aura les Japonais, les Coréens plus tard. Donc il amène des étrangers chez lui, mais il veut qu'ils se conforment à ce qu'il a l'habitude de faire. C'est-à-dire que là, je vais prendre l'exemple de Ringo Lam que je connais bien, quand il a fait Risque Maximum, son premier film.
Donc voilà, ils ont présenté le projet, Ringo Lam a accepté, il a dit ok, moi je fais le film, mais je vais retravailler le scénario. Ils m'ont dit pas de problème, tu peux retravailler le scénario, donc il retravaille le scénario. Puis Van Damme y est arrivé, donc il y a toutes les parties en France qui s'est ajouté, ils ont fait le personnage en français. Donc c'est un processus normal de production finalement. Donc voilà, Ringo Lam explique que le tournage s'est très bien passé, qu'il s'est bien entendu avec Jean-Claude Van Damme, qui était vraiment super. On en parlera un petit peu plus tard, mais la relation Ringo Lam-Van Damme était très très bonne. Parce que Ringo Lam, lui, s'est pas laissé faire. Il est rentré dans Van Damme directement. Le premier jour, il lui a dit écoute, moi je suis metteur en scène, donc tu vas te calmer tout de suite. Et c'est ce que Van Damme cherchait. Van Damme cherchait ça, cherchait quelqu'un qui lui parle d'homme à homme, pas d'homme à star en fait. C'est ce qu'il a fait. Donc voilà, le film se termine. Il avait écrit. Parce que Ringo Lam, c'est un metteur en scène qui aime bien faire des films avec des personnages un peu fouillés. Donc il avait un beau personnage, notamment pour Natasha Henstridge, qui avait un rôle qui était fouillé, qui était très complexe. Ensuite, une fois le tournage terminé, coup classique, la production dit bah, écoute Ringo, très bien, retournez à Hong Kong, nous on va s'occuper du reste. À Hong Kong, Ringo Lam lui dit non mais c'est mon film, je cours quoi, je fais non t'inquiète pas, tu vas pas faire ça. Et donc voilà, Ringo Lam a dû rester là et assister au vol de son film en fait, parce que c'est complètement ça. Et donc il explique qu'ils ont sabré le personnage de Natasha Henstridge, ils ont vraiment coupé la plupart de ses scènes. Alors Van Damme a essayé de défendre Ringo Lam, il dit non, c'est un metteur en scène qui est important, qui a fait son scénario, donc il faut le laisser faire, mais les producteurs n'ont pas... En fait, Van Damme n'avait pas le final cut, ni Van Damme, ni Ringo Lam, donc la prod faisait vraiment ce qu'elle voulait. Et donc ils ont vraiment coupé le personnage de Natasha Henstridge. Il y a cette phrase qui résume bien le projet, qui est une phrase de Jean-Claude Van Damme. Ils ont dit voilà, ils ont coupé 90% du rôle de Natasha Henstridge, ils ont juste laissé la scène où elle monte ses seins et la scène de sexe. Oui, il faut expliquer aux États-Unis ce qu'est le director's cut. Ce qu'on entend comme director's cut, c'est un argument marketing pour acheter des DVD ou des Blu-ray, une version plus longue généralement, pas toujours, pour ça peut être plus court ou ça peut être une version un peu différente. Aux États-Unis, c'est quelque chose de très régi. C'est-à-dire que le director's cut, c'est la version que le réalisateur doit fournir au producteur, une copie de travail peut-être pas étalonnée, peut-être que les effets spéciaux sont pas totalement finis, peut-être que la musique n'est pas finie également, mais en tout cas cette version-là, c'est une version que le réalisateur remet au producteur, et à partir de là, le producteur fait ce qu'il veut. Soit il fait appel au réalisateur si ça s'est bien passé, soit il dit merci, bonnes vacances, nous on va s'occuper du reste. Et après, c'est l'auteur d'un long métrage aux États-Unis, on peut considérer que c'est le producteur d'une certaine manière, parce que c'est lui qui prend toutes les décisions jusqu'à la fin. Ça donne des aberrations comme au moment où les films passent à la télé, les producteurs se disent c'est cool, on est payé à la minute. Donc plus on fera un film long, plus on touchera d'argent. Donc ils disent le Superman qui fait 2h20, bon, on va faire un film de 3h20. On a 1 heure de scène coupée, ouais, on va trouver. Donc on fait des films totalement longs, etc., qui ressemblent plus à rien, mais qui permettent d'avoir des versions plus longues, etc. Ce qui donne quelque chose d'assez fascinant, c'est-à-dire que les films n'appartiennent plus vraiment à ce que nous on considère comme étant les auteurs. Pour revenir à John Woo, faisons un bilan rapidement de sa carrière avant de passer à Choyark. Donc Chasse à l'homme, Broken Arrow après, Volte-Face, Mission Impossible 2, Wind Talkers et Paycheck, qu'on a tendance à oublier pour des très bonnes raisons, je pense. Et puis quelques téléfilms, puisqu'il va faire Les Repentis, Blackjack, et puis il va faire un pilote pour une série qui s'appelle Lost in Space, Les Robinson, qui va tenter de relancer, mais le pilote restera plus ou moins sur une étagère. Qu'est-ce qui reste de ces tentatives ? Alors, je ne sais pas si Sébastien sera d'accord. Pour moi, c'est un petit peu bâtard, en fait. Parce qu'on a eu... Pendant 10 ans, Hollywood a essayé de copier le style de Hong Kong, et particulièrement celui de John Woo. Donc, on a eu autant des grands réalisateurs comme Tony Scott qui ont essayé de le faire, ou vous voyez Bruce Willis avec de flingues dans le Nez Samaritain, que aussi des petits produits de vidéoclub comme les films d'Albert Pune, par exemple, où, pareil, on avait la figure genre Gary Daniels qui saute avec un flingue dans chaque main au ralenti. Donc, pendant un moment, il y a eu beaucoup de copies de John Woo. Et puis, au bout d'un moment, ça a été vraiment partout. C'est-à-dire que le cinéma de Hong Kong a été pillé par Hollywood. Enfin, on parle de John Woo, mais d'autres temps, on a eu des combats câblés dans les Charlie's Angels, des séries aujourd'hui, des trucs complètement improbables que presque tout le monde a oublié. Et on a eu bien sûr le point culminant qui a été Matrix, où ça citait John Woo, entre autres, mais ça le citait énormément. Et puis on est arrivé dans une espèce de no man's land hollywoodien où l'action s'est voulue réaliste. On a eu cette période où tous les cinéastes décidaient de prendre l'opposé radical avec la caméra à l'épaule, le côté Paul Greengrass un petit peu, les Jason Bourne, où vraiment il n'y avait plus de traces du côté très opératique en fait de la mise en scène. Et aujourd'hui, c'est revenu, mais de façon plus sèche et très jeu vidéo, avec les John Wick en fait. Donc où on a retrouvé, on va dire, un goût pour les gunfights,
même si moi, j'accroche pas spécialement au John Wick, parce que je ne retrouve pas la folie et l'opéra typique de John Woo. Mais pour moi, il y a eu cette espèce de surexploitation de son style. Puis après, l'opposé radical. Pendant 10 ans, c'est ringard, on n'en parle plus. Et on revient, mais c'est un peu comme un fan service. Et c'est polissé, en fait. C'est propre. Et puis, c'est des impacts de balles numériques et je ne peux pas. Voilà. Oui, moi, c'est le terme ringard. Je trouve que, pour moi, le cinéma de Hong Kong est un peu ringard, mais je prends ça de manière affectueuse, finalement, en fait. C'est un cinéma qui rejoint un peu ce que je disais. C'est un cinéma qui est très... Les sentiments sont décuplés, les émotions sont décuplées. Donc oui, c'est un côté un peu ringard ou cheesy comme on est aujourd'hui, mais ça fait partie intégrante du style du cinéma de Hong Kong. Et moi, il fallait ressortir quelque chose de la carrière américaine de John Woo, je pense que ce serait Face Off, évidemment. François est un grand fan, je laisserai écrire son amour pour le film ensuite. Mais moi, de tous les films réalisés par John Woo, je pense que le plus John Wooien, donc celui qui brasse le plus de thèmes de John Woo, c'est Wind Talkers, en fait. Ouais. On y retrouve la rédemption, on y retrouve la religion, on y trouve des personnages qui sont vraiment des personnages très John Wooiens, finalement. L'amitié, voilà, entre deux personnages que tout sépare. Et moi, c'est un film que je redécouvre avec le temps, qui a eu des défauts, évidemment, qui a beaucoup de défauts, comme tous les films de John Woo aux États-Unis. Mais c'est le film dans lequel je retrouve le plus le John Woo que j'ai connu, plus que dans Face Off encore. Où Face Off, c'est vraiment John Woo qui fait que de l'action. Mais dans Wind Talkers, il y a vraiment le côté plus thématique de ce qu'aimait faire John Woo. Donc tout le côté presque christique, un peu sacré, comme ça, qui développait beaucoup. La relation entre les deux personnages. Il y a vraiment ce côté qui est un peu ringard, qui est aujourd'hui, mais qui est assumé, qui fait partie du style John Woo. Et voilà, moi, je voulais réhabiliter un peu Wind Talkers pour ce côté-là, justement, qui est un film que j'aime beaucoup, qui est Nicolas Cage dedans, donc ça participe aussi à l'amour que j'ai pour le film. Mais voilà, si on compare ça, par exemple, à Paycheck ou à Broken Arrow, c'est vraiment un film qui est très, très John Wooien pour moi. Je vais nuancer aussi, tout en allant dans ton sens, à propos de Volte-Face, parce qu'il y a quelque chose je trouve assez... quand on l'a repassé à la colo il y a quelques mois, et d'ailleurs tu étais là, et il y avait cette chose assez fascinante de ce héros qui cherche à être américain, de ce personnage qui cherche à être dans une famille américaine, qui représente un petit peu ce qu'essayait d'être John Woo. Alors, peut-être que je surinterprète ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est quand même là. Non, ils savent parce que John Woo a toujours eu une fascination pour les États-Unis, donc ça fait longtemps que lui, c'est un vrai projet de s'y installer, en fait. C'est un vrai projet pour lui de venir habiter aux États-Unis. Parce que, comme il disait, il était vraiment anticommuniste, donc pour lui, l'opposé de ça, c'était les États-Unis. Donc c'était réfléchi de longue date. Il voulait vraiment y aller. Donc effectivement, on retrouve ça dans Face Off, tout à fait, ouais. On le retrouve même un petit peu je me permets cette parenthèse, on le retrouve même dans ses films précédents. En fait, j'avais vu une analyse dans HK Magazine, qu'on va forcément beaucoup citer. Je ne sais pas si c'était David Martinez peut-être qui avait écrit cet article, et qui expliquait en fait que déjà John Woo, dans ses 2 derniers grands films à Hong Kong, s'entraînait d'une certaine manière à réviser tout le cinéma américain. On sait que le cinéma de Hong Kong est souvent du cinéma d'exploitation. Et souvent, le cinéma d'exploitation, qu'il soit italien, hongkongais, il s'inspire des gros succès américains. Ça, on le sait tous. Je veux dire, Zombie, l'enfer des zombies, etc. Et pour Une balle dans la tête, John Woo s'inspirait vraiment... Il copiait, il caricaturait et il s'inspirait sincèrement aussi du cinéma du nouvel Hollywood. Donc tous les films sur le Vietnam, on retrouvait toute une scène qui reprenait Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Donc on avait des scènes qui reprenaient entièrement Platoon. Donc on avait ce côté un petit peu où voilà, il revisitait Oliver Stone, Cimino, même De Palma un petit peu. Et ce qui est marrant, c'est que quand on regarde À toute épreuve, il revisite plus le cinéma américain des années 80. Donc on pense à James Cameron, John McTiernan, enfin toute la partie très piège de cristal dans l'hôpital, et puis cette photo bleutée, limite métallisée qu'on avait dans Terminator 2. Et en fait, à travers ces 2 films, c'est comme s'il s'entraînait d'une certaine manière, comme s'il rêvait son propre cinéma américain, en fait, comme un gamin un petit peu qui va le surfantasmer et faire de son mieux pour le copier, voire de temps en temps, bien sûr, le surpasser. Donc, oui, concrètement, toute épreuve, c'est une carte de visite pour Hollywood, en fait. Mais même Une balle dans la tête était déjà une forme d'entraînement, parce qu'il y avait vraiment cette influence il y a encore des années 70. Ce côté vraiment opératique et presque, comment dire, paroxystique qu'on retrouve moins dans Une balle dans la tête. Même les plans sont plus carrés. C'est un film qui est plus tenu, je veux dire, finalement. Ce qui est marrant quand tu dis ça, je me souviens, un truc qui m'avait marqué sur le générique, c'est que c'était le seul de ces grands films hongkongais qu'il avait lui-même monté, en fait. Parce qu'on sait que c'est David Wu qui a monté À toute épreuve et The Killer. Et Une balle dans la tête, c'était John Woo qui l'avait monté. Et je pense je crois même qu'il l'avait produit, parce qu'il me semble que c'était sa boîte, la Golden Princess, qui s'était surendetté. Avec Terrence Chang, c'était les 2. Ouais. Et que ça avait été un énorme bide. Mais je crois aussi qu'il y avait une volonté peut-être plus brute de retrouver ce côté très rêche
d'un cinéma justement des années 70 hollywoodien qui, on sait, ne caressait pas le spectateur dans le sens du poil, contrairement au cinéma américain des années 80 qui était très flatteur, quoi. Est-ce que Wind Talker, c'est pas quand même quelque chose d'un peu suicidaire entre guillemets, parce que faire un film aux États-Unis de guerre, même si c'est un thème qui a toujours intéressé et qui intéressera même par la suite John Woo, est-ce qu'il n'y a pas un côté où il allait dans le mur quand même en faisant ce film-là ou... Il y a un côté faire un film de guerre avec des Indiens sur un sujet qui est toujours un peu tendu, on va dire, aux États-Unis. Donc ouais, c'était un pari très risqué. Et là, on y revient à ce qu'on disait au début, c'est qu'en fait, pareil, c'est un film qui a été un peu volé à John Woo, parce que c'est pas la version que lui voulait qui a été exploitée. C'est une version qui a été remontée par les producteurs américains, qui ont enlevé pas mal de scènes. Et si on peut dire que le film était voué à l'échec dès le départ, mais c'est ce qui le rend beau, en fait. C'est vraiment ce côté, vraiment, je vais le faire, même si je sais que ça marchera peut-être pas. Je vais y aller, je vais faire un film que j'ai envie de faire. Parce que j'ai envie de montrer ce sujet-là, j'ai envie de parler de ce sujet-là. Et je pense qu'aussi, par le fait de mettre en avant une minorité indienne, c'est une façon aussi pour lui de réinterpréter la minorité hongkongaise qui va venir en Chine finalement. Donc c'est une minorité qui va essayer de se battre et d'exister pour elle-même. Donc là, il prend les Indiens aux États-Unis. Bon, le contexte est différent, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il y a un peu ce côté-là aussi qu'il a vraiment voulu faire. Après Face Off, qui a bien marché, il a dit je vais faire un film qui me tient vraiment à cœur. Et c'est là où on voit que le style et la thématique de John Woo se confrontent vraiment au pragmatisme américain, en fait, quelque part. Donc lui, ce côté... c'est l'ancien qu'on a un côté le plus naïf de John Woo, quelque part, qui s'exprime et qui entre vraiment en clash avec le côté mercantile et très carré des États-Unis. Juste pour rebondir, tu parles d'une chose, il y a un détail, je me souviens, qui avait été signalé dans Impact à l'époque, c'est que la sortie du film avait été reportée d'1 an à cause du 11 septembre. Oui, c'est exact. Et parce que justement, le film avait été bloqué, parce que faut pas oublier que quand il est rentré en production avec Wind Talkers, il y avait des films de guerre américains comme le Ridley Scott, La Chute du Faucon Noir, qui il devait sortir en fait à cette époque. Et il y avait aussi ce film Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis. Ouais. Donc on était je pense dans une logique de prod, parce qu'à l'époque Hollywood, par exemple, quand il y avait des films comme Ghost of Mars, etc., il y avait toute une flopée de films sur Mars qui sortaient. Et là, on devait être dans une flopée début des années 2000, encore on va dire juste avant que Bush arrive au pouvoir. On était encore dans cette prospérité où le cinéma hollywoodien se voulait un petit peu subversif. Donc il entrait dans cette logique de production de films de guerre un petit peu autocritique sur le mouvement guerrier et l'histoire guerrière américaine. Et puis paf, il se prend le 11 septembre dans la tête et il est bloqué pendant 1 an. Et quand il sort, le cinéma américain et la politique américaine ont complètement changé d'optique. C'est-à-dire que l'autocritique sur l'armée ou quoi que ce soit, c'est plus possible du tout. Le film, je me souviens, il est sorti l'été 2002 et il devait sortir en 2001. C'est vrai, je me souviens. Ouais. Peut-être pour finir, je sais que j'ai vu que le montage cinéma à l'époque. Je suis passé à côté du film. Hein. Est-ce que les autres montages essayent d'être un peu plus proches de ce que voulait John Woo? C'est juste plus long ou c'est compliqué parce qu'on ne sait pas exactement quel était le montage de John Woo, ce qu'il lui voulait exactement faire. Je sais qu'il voulait faire un film plus long, un peu dans la veine de ce qu'il a fait avec Les Mains dans la tête. Un film qui est très paroxystique, très émotionnel, très sensible. Après, c'est toujours compliqué rétrospectivement de savoir ce qu'il voulait faire exactement à ce moment-là. Parce que lui-même, on n'a pas vraiment parlé. Je sais que ça reste un peu une douleur pour lui, ce film-là. Parce que c'est vraiment le projet qu'il a le plus porté aux États-Unis. D'ailleurs, après il fait Paycheck, un film de Yes Man totalement lambda. Mais enfin, je sais, la version longue apporte quelque chose en plus, mais qui ne change pas fondamentalement le film. Quoi. D'accord. Dernière question sur John Woo. Il va repartir pour faire Les Trois Royaumes. Qu'est-ce qui le pousse à repartir? Est-ce que vous savez? Au hasard, Paycheck. En fait, il y a eu l'échec de Paycheck, qui est un espèce de ras-le-bol de devoir chaque fois se confronter aux méthodes américaines. Et aussi au fait que le fait que ses fils sont devenus adultes. Donc John Woo s'est dit voilà, mes fils maintenant ils ont leur vie, ils sont installés. Moi je peux porter ce projet que je portais depuis quelques années. Je peux enfin aller le faire à Hong Kong, là où je veux le faire, avec des moyens chinois évidemment, parce que le cinéma hongkongais ne peut pas faire des fresques pareilles. Ouais, c'est plusieurs facteurs. C'est donc avec l'âge, il a un peu revu ses positions qui étaient farouchement anticommunistes à l'époque où il était étudiant, où il était encore un jeune metteur en scène. Il a eu l'opportunité de faire le film là, avec les moyens chinois. Parce que voilà, la rétrocession a aussi permis de faire des films à gros budget, à gros moyens en Chine,
Donc on a eu par exemple Zhang Yimou qui s'est vautré dedans plus qu'il n'aurait dû. Et John Woo a profité de ça pour essayer de mettre un peu son orgueil de côté. Et en vieillissant, il s'est un peu assagi. Ses enfants étaient adultes. Il se dit voilà, maintenant mes enfants, ma famille est bien là-bas. Moi, je peux revenir ici faire du cinéma. Et il a fait les 3 Rayo, mais heureusement qu'il est revenu pour le faire. On va peut-être passer à un autre réalisateur qui est très lié, souvent quand on parle de John Woo, c'est peut-être presque sa némésis d'une certaine manière, certains aspects, c'est Choi Ark. Donc Choi Ark, lui, va faire deux et demi, parce qu'on va passer rapidement sur un film qu'il fait en 89 comme une tentative, qui s'appelle The Master, avec Jet Li, une sorte de manière de vouloir imposer sa star, mais c'est un film qui est totalement impersonnel d'une certaine manière, en essayant d'être une sorte de carte de visite. C'est une très mauvaise carte de visite, donc il va rentrer rapidement, refaire d'autres films à Hong Kong, avant d'arriver en 96, tourner Double Team, et puis l'année d'après, Piège à Hong Kong, 2 films avec, encore une fois, Jean-Claude Van Damme. Qu'est-ce qu'on garde de ces 2 longs métrages ? Une figure mythique, Van Damme qui se fait fouetter le cul avec une anguille, donc je pense que dans une course de pouce-pouce. Donc je pense que tout le monde se souviendra de ça. Je me souviens, je l'ai vu au cinéma en 99. Et 20 ans plus tard, tout le monde parle encore de cette séquence. En tout cas, les gens qui ont un vague souvenir de l'association Choi Ark et Jean-Claude Van Damme. Mais je crois qu'aussi, c'est des films qui restent l'un comme l'autre, mais de façon très différente, paradoxalement. C'est des films qui... Bon, d'abord, ça a été des gros bides, je crois, les deux. Et c'est des films qui restent quand même connus pour leur scène what the fuck. C'est-à-dire que c'est des films complètement tarés, quoi, l'un comme l'autre. Même Double Team, qui est moins excessif que Piège à Hong Kong, on se souvient du duo improbable avec Dennis Rodman. Alors, je ne sais pas si les jeunes savent qui est Dennis Rodman. C'était un basketteur très connu qui changeait de couleur de cheveux et qui avait des boucles d'oreilles qui allaient jusqu'aux épaules et qui s'était même marié avec lui-même avant de se marier avec Carmen Electra en disant qu'il était la meilleure personne qu'il connaissait dans sa vie. Donc, c'était un mec complètement what the fuck. Et donc, tu regroupes Van Damme au sommet de sa cocaïnerie, Dennis Rodman, Choi Ark, qui n'est pas réputé pour être un tendre, on va dire, sur un tournage en Europe quand même, parce que je sais qu'une partie, le final avait été tourné dans les arènes de Arles. J'étais sur Montpellier à l'époque. Ouais. Et tu rajoutes des séquences complètement gratos, comme je suis désolé, je parle des souvenirs qui me viennent, mais je me souviens de Van Damme, je crois, qui est à Rome, vers la fontaine de Trévi, et il a une perruque parce qu'il est censé être déguisé en punk à chien. Et il voit un méchant, parce qu'il ne faut pas oublier que le méchant est joué quand même par Mickey Rourke aussi, pour réunir tous les tarés du moment. On a Mickey Rourke qui est tellement baraqué qu'on dirait qu'il est tombé dans un nid de guêpe, torse nu, et qu'il a fait une allergie. Et quand on réunit toutes ces personnes, on voit Van Damme avec sa perruque de punk à chien, il poursuit un gars, il arrive dans un hôtel, il affronte des tueurs qui sont armés comme dans El Mariachi de Rodriguez avec des mallettes mitraillettes, avant de se battre contre Eung Yan Yan, qui est le méchant de The Blade, ce qui pour moi est la meilleure séquence du film, complètement hongkongaise, aérienne, complètement folle. Et puis après, on repart dans d'autres trucs, des scènes à gadgets, des sous James Bond. Et donc, c'est 2 films complètement non-sensiques et fous, et surtout très gratuits, en fait. Et même, pour certains, des terrains d'expérimentation avant qu'ils fassent... son film de 2000, Time and Tide. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ouais, moi, je reste persuadé au fond de moi que en fait, ces 2 films... Surtout Double Team, c'est les brouillons de Time and Tide finalement. En fait, c'est son cahier d'exercice. Il a dit vas-y, je vais tenter tout ce que je veux tenter. Ce qui marche, je le reprends dans Time and Tide, parce qu'il y a des mouvements de caméra qu'on retrouve dans les 2 films. Il dit ce qui marche pas, c'est pas très grave, c'est un film comme ça que les gens oublieront. On ne l'a pas oublié. Et ce qui marche, il le reprend dans Time and Tide. Donc je pense que c'est vraiment des films brouillons. C'est son cahier de brouillon avant de rendre sa copie Time and Tide, qui est un film incroyable. Il a fait ces 2 films-là pour essayer tout ce qu'il pouvait essayer, tout ce qu'il avait en tête. Il y a un très beau tigre en 3D numérique dans Double Team, dont tout le monde se souvient aussi. Donc, c'est des films qui, s'ils n'ont pas resté, je pense qu'ils ont été nécessaires dans la confection de Time and Tide, en fait. On n'oubliera pas non plus cette caméra qui va dans les fausses chaussures Puma de Jean-Claude Van Damme. Donc... Ouais, tout à fait. Donc là, il a essayé plein de choses pour le pire et le meilleur. Et le meilleur, on le retrouve dans Time and Tide, et le pire, il restera dans ces 2 films. Il y a quelque chose qui est assez fascinant, c'est que Choi Ark est aussi producteur. Et lui, il avait tendance à aller chercher les films des autres et de pousser certains réalisateurs à faire des films dont ils n'avaient pas forcément envie. Donc John Woo, qui doit faire une suite à 3. C'est ça. Même le 2, John Woo voulait pas tellement le faire et Choi Ark qui l'avait aidé à faire le premier, il dit je veux bien lui faire le deuxième, mais John Woo voulait pas tellement le faire. Quitte à ce que Choi Ark fasse le 3 en réponse à une balle dans la tête pour essayer un peu de le pourrir sur son propre terrain.
Et il avait tendance aussi d'aller faire certaines scènes dans les films des autres. C'est-à-dire que c'est des films qui sont assez parfois schizophréniques, les productions Choi Ark, où on a un film qui a une certaine couleur, une certaine forme, etc. Et puis à un moment, il y a un serpent qui rentre dans le film, Shanghai Grand. Et puis on a un truc complètement fou qui dure 5 minutes. Et puis après, le film retrouve son... c'est comme si le réalisateur était parti et quelqu'un a fait une scène, lui fait « Non, c'est bon, t'inquiète pas. Non, c'est pareil, etc. » Donc c'est assez étonnant que lui il se retrouve dans la position où, pareil, encore une fois, il n'a pas le final cut. Ça se voit sur Piège à Hong Kong. Et c'est expliqué, c'est que le début est assez... je suis à la fois plus positif, je suis d'accord avec vous, mais je suis peut-être un peu plus positif sur Piège à Hong Kong, parce que toute cette folie et toute cette lecture, parce que c'est un film qui se passe à Hong Kong, justement avant la rétrocession, et ces gens qui font des contrefaçons, on a un peu l'impression que Choi Ark s'est amusé avec tous les codes de Hong Kong et tous les codes du cinéma de Hollywood, en disant Hollywood n'arrête pas de faire des contrefaçons. Donc il y a ce personnage de Van Damme qui lui aussi vient faire des contrefaçons, ce qui est un peu une accusation en disant toi aussi tu vas faire des contrefaçons, tu viens nous chercher et tu viens faire n'importe quoi avec nous. Et même vous à Hollywood, vous reprenez des scènes quasiment C'est un personnage de roublard en fait, le personnage de Van Damme. Ce qui est intéressant dans Piège à Hong Kong, non, mais c'est que jusqu'ici Van Damme jouait toujours. Jusqu'ici Van Damme, à part dans Black Eagle ou Eagle Shadow, je sais plus le film où il jouait un méchant russe. Mais la majorité de ses rôles les plus connus, Van Damme jouait le vertueux. Et en fait, ce qui était marrant dans Piège à Hong Kong, pour rejoindre ce que tu dis, c'est la première fois que Van Damme avait le rôle en fait d'un homme d'affaires un peu roublard, un peu malhonnête et beau parleur, quoi. Et puis on se rend compte qu'à la fin du film, toute la fin du film, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on se rend compte que arrivé aux 2 tiers du film, on sait que le film allait nulle part, mais en fait, il s'arrête. Il y a une sorte de truc, on dit bon, fini les conneries, maintenant les producteurs vont refaire leur film comme ils veulent, etc. Et donc le film perd tout sens un peu de folie qu'il a dans ses premières parties. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est expliqué dans le Blu-ray, on s'en rend vraiment compte, même sans ça, c'est que Van Damme a certainement refait des reshots et on se rend compte qu'un plan sur 2, il a une perruque de travers parce qu'il était sur un autre tournage et donc il avait changé de coupe de cheveux et donc on voit des plans où on a 3 plans et à chaque fois il a une coupe de cheveux différente avec une perruque de travers pour essayer de rattraper un peu les pots cassés. Lui, Choi Ark va effectivement s'en sortir puisque après il va faire son film Time and Tide qui va être effectivement un de ses chefs-d'œuvre, mais il va aussi traverser une période un peu de crise parce qu'il va rester à Hong Kong. Il y est encore, il continue à faire des films, toujours plus ou moins en dissident jusqu'à il y a quelques années. Là, c'est un peu plus compliqué, mais il va faire Black Mask 2 qui ne va pas marcher. Il va faire Legend of Zoo. Enfin, comme s'il essayait un peu de reprendre un peu. On dit maintenant, je vais revenir aux origines, refaire les films, etc. Et puis ça marche pas trop jusqu'à un moment où ça va reprendre un petit peu. Avec les détectives D, je crois que c'est le film qui le remet un petit peu, où là encore il essaie de refaire Il était une fois en Chine d'une certaine manière. C'est assez intéressant, mais en tout cas voilà, il aura ce parcours-là. Est-ce qu'il a pris cette expérience au sérieux? Moi, je pense que c'est un truc qu'il voulait essayer. Il dit John Woo y allait, Ringo Lam y allait, lui y allait. Je pense que c'est lui qui a fait vraiment les films les moins intéressants de toute l'équipe qui est partie là-bas aux États-Unis. Et voilà, moi je pense que c'était vraiment des brouillons qu'il a dit vas-y, je fais pas. En fait, Ringo Lam, c'est un peu un Ringo Lam, pardon, Choi Ark, c'est vraiment c'est un roublard aussi. Lui, c'est un gars qui va profiter de toute opportunité pour essayer de faire quelque chose. Donc lui, voilà, il fait de l'ingérence sur les films des autres. Chaque projet, il va essayer de trouver un truc à faire avec. Donc là, il s'est servi de ça pour faire un brouillon. Il s'est servi de ça pour se tourner avec Van Damme, pour se faire un petit nom aux États-Unis. C'était un échec, mais c'est pas le genre de gars à qui l'échec fait peur en fait. C'est quelqu'un qui se dit voilà, je suis allé là, j'ai essayé ça, je me suis bien amusé, maintenant je vais faire Time and Tide et tout le monde va voir c'est qui est Choi Ark, quoi. Non, je suis d'accord, c'est totalement ça. Donc on a parlé de Choi Ark et de John Woo, maintenant passons à Ringo Lam. Avec toujours pareil Van Damme, on l'a évoqué. Là pour le coup, encore une fois, Ringo Lam n'aura pas comme tu le disais, le final cut sur Risque Maximum, qui est le premier film qu'il fait hors de Hong Kong avec Van Damme. Mais Van Damme le soutiendra. Donc en fait, Van Damme aussi pouvait prendre parti dans le bon sens, pouvait aller dans le sens du réalisateur. Et ils feront ensemble 2 autres films, Réplicante et In Hell. Donc Sébastien, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc voilà, comme je disais, c'était mal passé enfin, entre la production et Ringo Lam sur Risque Maximum, mais c'était très bien passé entre Jean-Claude Van Damme et Ringo Lam, qui ont vraiment noué une vraie amitié sincère au fil des ans. Et même si ils ont pu travailler ensuite après, ils sont restés amis. Parce que normalement, quand Ringo Lam est mort, il y a eu un très beau message posté par Jean-Claude Van Damme qui vraiment a toujours soutenu Ringo Lam, ils étaient très proches.
Donc voilà, comme c'était bien entendu sur Risque Maximum, mais que la fin avait été un peu amère pour les deux, ils se sont dit voilà, on va refaire un projet ensemble, mais cette fois on va faire le film qu'on veut. Enfin, on va faire le film que tu veux. Donc, Van Damme a dit à Ringo Lam, on va faire le film que tu veux. Et c'est là où Ringo Lam a écrit le scénario donc, de Réplicante. Et donc il met dedans le thème des jumeaux, qui est à la fois un thème qui est assez proche, assez récurrent chez Van Damme et chez Ringo Lam. Chez les deux metteurs en scène, c'est quelque chose qui est la dualité, la gémilité, quelque chose qui est assez proche, parce que Ringo Lam avait tourné avec Tsoyark Double Dragon, avec Jackie Chan qui jouait des jumeaux déjà. Et Van Damme avait fait Double Impact, si je ne me trompe pas de bise, ça vous jouait déjà des jumeaux, ouais. Voilà, puis son frère dans Kickboxer, il y a les deux frères. Ouais, c'était un thème récurrent, ils ont décidé de partir sur ça. Et c'est vraiment là où Ringo Lam a poussé Jean-Claude Van Damme dans ses retranchements de comédien. Il lui a dit qu'il lui a fait voir des documentaires animaliers pour qu'il s'imprègne de la gestuelle de certains animaux, genre des ours, des félins, ce genre de choses. Et donc dans le film, il joue à la fois un adulte qui est un tueur en série, qui est déjà un rôle dur à jouer, et il joue donc un réplicante, c'est-à-dire une réplique. Donc grâce à l'ADN, ils ont répliqué le tueur en série, mais avec l'esprit d'un enfant de 4 ans, donc qui évolue au fur et à mesure du film, mais ça reste un enfant mentalement. Donc Van Damme doit jouer un tueur en série et un enfant dans un corps d'adulte. Donc c'est vraiment une double performance pour lui. Et il n'arrête pas d'expliquer qu'il a réussi à faire ce film, qui est un film qui tient tout à fait la route, malgré le sujet qui est un peu casse-gueule. Le film tient la route, c'est un film qui est très sérieux, qui est très bien mis en scène, qui est très bien joué. Et Van Damme dit qu'il donne tout le succès du film à Ringo Lam. Il fait, si le film est réussi, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a fait jouer, c'est lui qui m'a offert ses rôles. C'est grâce à lui que j'ai pu me développer en tant qu'acteur. Et il dit même, c'est grâce à lui que je suis devenu acteur, en fait. Il dit, avant, j'étais un artiste martial qui savait un peu jouer. Et maintenant, je suis un comédien qui peut donner des coups de pied. C'est vraiment une transition importante avec lui. Donc le film se fait, il est sorti, ça n'a pas été un gros succès. Il devait sortir en salle, mais il est sorti finalement sur les réseaux câblés à l'époque aux États-Unis. Il est sorti en salle en France et dans d'autres pays, mais aux États-Unis, il est sorti que dans les réseaux câblés, parce que la boîte de prod a été rachetée par une société qui misait tout sur, à l'époque, c'était le câble américain, donc les films passaient sur le câble. C'est un peu l'ancêtre des Netflix et compagnie d'aujourd'hui. Il est sorti en salle en Europe, notamment en France, où les films de Van Damme ont toujours bien marché en salle, donc il est sorti ici. Et donc voilà, encore une fois, ça a été un peu une déception que le film ne sorte pas en salle aux États-Unis. Ensuite, ils ont eu quelques projets qui ne sont pas faits, notamment le projet The Order, avec Van Damme qui devait jouer un moine, où il y a l'affiche qui a circulé sur Internet à l'époque, on le voyait à Cannes, on s'est devant le film. Elle était sur le Carlton, j'y étais. J'étais en 2001, en fait c'était The Monk. The Monk. Et The Order, je crois que c'était un film avec Charlton Heston, si je ne me trompe pas. Qui a été fait plus tard, oui. C'était The Monk, le film avait plusieurs titres, mais c'est l'époque où Van Damme était complètement ravagé, c'était sa période Aware, tout ça. Tout en commençant vraiment à baisser. À décliner, ouais. C'était plus la star qu'il était, mais lui, dans sa tête, il était toujours une grosse star. Donc il en a fait tellement que les producteurs ont eu peur et n'ont pas financé le film. Ensuite, ils ont fait In Hell, qui est un film en prison, tourné, je pense que c'est en Azerbaïdjan ou en Biélorussie, je pense, dans ces contrées-là. Un film de prison pour un petit budget, mais qui est un film qui est très sec, qui est très violent, très tendu, et qui montre vraiment un Van Damme christique dans un rôle pratiquement de Jésus finalement, qui renonce à la violence pour revenir sauver les hommes en étant non violent. Et il y a une scène vraiment qui est très particulière où on voit qu'il porte un gros tasseau de bois, il le porte sur les épaules, vraiment comme s'il portait sa croix, il a les cheveux longs, il a une barbe. C'est vraiment Van Damme qui devient Jésus finalement en fait. Non, oui, mais ça fonctionne. C'est peut-être le... Moi, je trouve que Réplicante, pour l'avoir revu là, pour ce podcast, j'ai toujours du mal, parce que je trouve qu'il y a ce côté un peu outrancier et où Van Damme a l'air de se prendre un peu trop au sérieux de temps en temps dans des séquences qui sont un peu folles. Et donc ça marche pas toujours. Mais en même temps, Ringo Lam arrive pas à l'humilier, mais à le mettre dans des zones un peu dangereuses. Donc c'est assez intéressant. Et je trouve que In Hell est vraiment que j'ai découvert du coup il y a quelques jours. Je trouve qu'il était vraiment très très bon, parce que ça marche, je trouve. Oui, ça fait un film de prison. C'est un film qui a beaucoup de codes et qui est très sec. Mais oui, c'est vraiment ça. C'est une allégorie sur Jésus, en fait, ce film. C'est Van Damme qui joue un Américain, je pense, qui est envoyé en prison en Russie. Donc, il participe à des combats clandestins. Puis, quand on le raconte, c'est un peu cheap. Donc, il revoit l'esprit de sa femme, en fait, qui s'est fait tuer là-bas, qui revient, et en partant de là, il renonce à la violence. Et donc, il se fait humilier par tout le monde. Il se fait casser la gueule.
Mais grâce à ce refus de la violence, il arrive à libérer un peu la prison et à se sauver lui-même et à sauver les hommes. Si on fait aussi la prison est un monde, en fait, Van Damme sauve le monde en rejetant la violence. Ouais, on peut en discuter tant qu'on veut, mais le film part de ça. Et c'est un film que la particularité de Ringo Lam, c'est qu'il a alterné entre les États-Unis et les Hong Kong. Donc il a fait les États-Unis, il est reparti, il est revenu, il est reparti. Et ça, c'est le dernier film qu'ils feront ensemble. Ils ont aussi un projet qui s'appelle L'Empreinte de la mort, qui est réalisé par Philippe Martinez. Et voilà, donc le film a été commencé par Ringo Lam. Ensuite, il y a un deuxième metteur en scène qui est arrivé, qui est reparti, et c'est Philippe Martinez qui était producteur, je pense, au début, qui a fini le film. Donc, je ne sais pas exactement. Avec Simon Yam dedans, si avec je me Simon souviens Yam, bien. oui, Simon, exactement. Je ne sais pas exactement s'il reste du travail de Ringo Lam dedans ou pas. Je ne sais pas exactement ce que. Moi, j'ai vu le film. Il y a des petites choses par-ci par-là, mais je ne saurais pas dire exactement s'il reste du Ringo Lam dedans ou pas. C'est compliqué. Et donc finalement, peut-être parce qu'il a alterné Hollywood et Hong Kong, il a réussi à préserver sa carrière et faire des films qui sont finalement, comme tu le disais, peut-être moins risque maximum, mais Réplicante et In Hell, que ces films aient des défauts ou pas, qu'ils soient réussis ou pas, ils portent l'empreinte de Ringo Lam. Oui, complètement. On peut aimer ou pas Réplicante ou pas In Hell, mais ce sont des films qui sont totalement des films de Ringo Lam. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on étudie un peu sa filmographie, il y a des thématiques qui sont présentes dans les deux films, qui reviennent. Il y a même des mouvements des caméras, il y a des cadres qui sont vraiment très, très typiques de Ringo Lam. Ouais. Une des grandes réussites de ton livre, Ringo Lam Soldier, dans lequel effectivement tu analyses vraiment bien les choses un peu paradoxales de la carrière de Ringo Lam, des thématiques qui finalement se lient assez bien et que dans certains films qu'on peut considérer comme étant peut-être un peu à part ou des films de commande, il y a du Ringo Lam dedans. Petite question pour Sébastien, j'ai pas encore lu ton bouquin, ce qui ne saurait tarder. Merci. Mais j'imagine que tu évoques le Temple du Lotus Rouge, Oui, peut-être, tout à fait, de Ringo Lam, qui était produit par Tsui Hark. Ouais. Et ma grande question est ce que tu sais si c'est vraiment du 100% Ringo Lam ou est-ce que Tsui Hark est passé derrière pour mettre une scène ou deux what the fuck comme il avait l'habitude de le faire? Non, c'est vraiment du 100% Ringo Lam. C'est le seul film produit par Tsui Hark dans lequel il n'y a pas eu de rumeur d'ingérence. Et en fait, les deux ont confirmé, tant Ringo Lam que Tsui Hark ont confirmé que c'était vraiment le film tourné à 100% par Ringo Lam. Parce que, première chose, Tsui Hark tournait Green Snake en même temps. Et en fait aussi qu'à la base, ça devait être un film qui devait être réalisé par Tsui Hark, le Temple du Lotus Rouge. D'accord. Mais il n'avait pas le temps parce qu'il avait tourné Green Snake. Donc il a dit, je connais quelqu'un qui va faire bien ça. Et donc Ringo Lam est arrivé. Donc voilà, il a fait le film. Le film a connu quelques dépassements de budget. Donc la production qui a pris un peu peur a rappelé Tsui Hark. Donc Tsui Hark qui donc tournait Green Snake, je le rappelle toujours. Il allait voir Ringo Lam dans un hôtel. Il a dit, bon, qu'est-ce qui se passe avec le projet? Il y a des dépassements, ça prend un peu de temps. Ils se sont expliqués. Et Tsui Hark allait à la prod, il dit, vous inquiétez pas. Le film va être bien, il va faire le film comme il faut, donc laissez-le faire. Et donc tout le monde a laissé faire le film Ringo Lam. Et quand on le voit, il n'y a aucun doute que ce soit sur le fond, c'est un film qui est 100% Ringo Lam. Et moi, c'est un de mes films préférés de Ringo Lam d'ailleurs. Moi aussi, c'est pour ça que je te posais la question. C'est un film que j'adore. Ouais, et malheureusement, ça sera, comme tu expliques dans ton livre, ça sera un échec. Ce sera en fait, Hong Kong. on peut lier ce film-là et The Blade, qui ont été faits à quelques ans d'intervalle. D'ailleurs, tout le début de Temple Rouge The Blade s'inspire un peu du début du Temple Rouge, dans le désert, un côté très minéral comme ça. Les films ont coûté plus ou moins la même somme, autour des 25 millions de dollars hongkongais. Ils ont rapporté 1,5 million, c'est très très peu. Et donc la Golden Harvest va dire écoute Ringo, c'est sympa, mais on va s'arrêter là. Et ouais, c'est le plus gros échec de Ringo Lam. Et donc pour rebondir sur ce que tu disais, moi je considère qu'on en apprend autant d'un réal sur ses échecs que sur ses réussites finalement. Parce que c'est quelqu'un, on va voir comment il va rebondir, comment il va repartir. Et donc je pense qu'analyser un échec, c'est aussi intéressant qu'analyser un film réussi. Oui, bien sûr, c'est la politique d'auteur, mais après, je me disais aussi que je pense que quand on prend un film comme les téléfilms de John Woo ou The Master de Tsui Hark, je ne suis pas certain que même en essayant de pousser, qu'on retrouve beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans les thématiques qui leur est propre, parce que, comme tu dis, parfois c'est après un échec, donc ils sont obligés de faire un film qu'ils veulent, ou alors ils sont obligés de s'accorder aux desiderata des nouveaux producteurs qui sont en plus un nouveau pays, dans le cas d'Hollywood. Pourtant, dans Ringo Lam, on arrive à lier tout ça, on arrive à le voir. C'est la force de Ringo Lam qui est plus un metteur en scène de personnages, de scénario, qu'un grand formaliste en fait. Pour John Woo est plus formel, Tsui Hark aussi. Ringo Lam, c'est vraiment ce qui intéresse, c'est le côté personnage et histoire. Donc, même dans un projet qui n'est pas de lui, il arrivera à mettre quelque chose de lui, de ses personnages. Je pense que John Woo aussi, toujours, mais avec ses défauts. Sylvain a cité Blackjack, donc Blackjack, téléfilm plaisir coupable avec Dolph Lundgren.
Et je suis désolé, je me souviens de deux choses. Les deux seules choses qui m'ont marqué, c'est, je crois que c'est Catherine Hegel, c'est ça qui joue dans le téléfilm. Et il me semble qu'à un moment, tout le long du film, elle dit j'ai des problèmes de dos. Et forcément, Dolph Lundgren lui dit je vais te masser. Et on a une scène de massage au ralenti où il lui remet le dos en place. Et là, on a un ralenti très de genou où elle a comme un orgasme au moment où il lui remet le dos en place. Et je me suis dit, c'est très ringard, mais c'est cette ringardise typique de genou où c'est le seul de Hong Kong qui aurait osé faire ça, en fait, même dans un téléfilm américain à l'époque. Ouais, mais c'est plus un tic formel qu'une véritable thématique qui serait dans tout son cinéma, je pense, non? Alors, c'est un peu complexe avec John Woo parce que je me souviens de cet article qui disait que John Woo en fait paraphrasait ses thèmes en fait. Alors oui, il a des thèmes récurrents, mais il a une mise en scène qui paraphrase ses thèmes. Et cette mise en scène, ça se traduit toujours par ce côté vraiment, c'est tic en fait, formel. Mais ça vient dans le thème. Et je me souviens de cette histoire de Dolph Lundgren qui a la phobie du blanc dans Blackjack. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et le tueur qui le poursuit essaie de le noyer dans du lait, je crois, à la fin. Excusez-moi, il essaie de le noyer dans du lait et c'est génial à voir en VF parce que Dolph Lundgren fait son autothérapie et donc on a des plans du lait blanc avec Dolph Lundgren qui plisse les yeux et qui essaie de se convaincre que le blanc n'est pas son ennemi et il fait de la noix de coco, des petits lapins blancs, tout en essayant de surnager dans le lait. Donc c'est des souvenirs lointains, mais je pense que tu vois cette grammaire où même le mec doit vaincre son trauma. Je trouve que ça fait partie des thèmes un petit peu ouïens, quoi. Même dans la ringardise la plus absolue. Alors, on peut faire un lien entre John Woo et la prochaine personne qu'on va évoquer, puisque John Woo a produit un film avec Terence Chang de Kirk Wong. Alors, Kirk Wong, je sais que ça va te faire plaisir. Kirk Wong, qui est connu pour avoir fait surtout Crime Story, d'autres choses, bien sûr, mais c'est Crime Story qu'il a un peu révélé, qui était un peu un projet qui pilonnait, qui venait un peu casser la dynamique de Jackie Chan en essayant de lui faire jouer un personnage qui n'est pas forcément le personnage de Jackie Chan, sympathique, positif, rigolo et sympa, mais aller chercher un peu ce qu'il avait de lui en lui de plus noir, qui est extrêmement réussi. Ce côté sombre n'est absolument pas ce qu'on va retrouver dans ce Big Hit, qui est une sorte de film un peu déglingué et fou. Alors, qu'est-ce qui veut commencer Excusez-moi. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, Kirk Wong était un cinéaste quand même assez rêche. Tu parles de Crime Story qui était vendu à l'époque en vidéoclub comme le Jackie Chan, où Jackie Chan est sérieux, où les coups font mal, où c'est une histoire très noire de corruption de police. Donc, puis bon, des films un petit peu comme Organized Crime, Triad Bureau, qui est vraiment avec Danny Lee, qui est vraiment un film très sur les méthodes de la police de Hong Kong. Et je me souviens même de ce film un peu sombre qui s'appelait Taking Manhattan, qui se passait d'ailleurs déjà à New York, qui était pas mal du tout, hein, qui était un film, une association, je crois, entre un flic infiltré et un apprenti gangster qui voulait prendre main sur New York, mais en fait on avait déjà ce côté, et c'était pas des films colorés du tout, c'était des films très sombres, même visuellement très, très âpres en fait, et bien sûr le seul qui était haut en couleur c'était celui produit par Tuark qui était Gunman, qui était sorti en France chez nous à l'époque et qui avait révélé le futur acteur de l'amant Tony Leung, mais Vuma, ou je crois, parce qu'il y a Chu Wai, Carfai, voilà, Tony Leung Carfai, merci. Donc, et ce qui était très surprenant, c'est que Kirk Wong va suivre toute la lignée, c'est quasiment le dernier. Après Ringo Lam, John Woo, Tuark, il se retrouve dans la lignée pour aller faire un film hollywoodien à son tour, avec la star montante Mark Wahlberg qui sortait du succès de Boogie Nights quand même. Et puis un casting de fou, quand on y pense, on a quand même Elliot Gould, on a Christina Applegate qui sortait de Marier 2 enfants. Donc, série culte. Et Lou Diamond Phillips, l'acteur qu'on avait oublié depuis La Bamba, qui revient tout stéroïdé. Et on se dit, on s'attendait peut-être à quelque chose de... On voit que John Woo est producteur exécutif avec Terence Chang. Et il me semble, et c'est là peut-être que tu vas pouvoir me corriger, Sébastien, est-ce que Wesley Snipes n'est pas impliqué dans la prod de ce film? C'est pas sa société Amen-Ra, je crois, qu'il a produit ce film? Je pense que ouais. Je pense qu'il était impliqué. Je sais pas à quel niveau, mais je pense que la société avait mis un peu de billes dans le projet. Ouais, tout à fait. Voilà, c'était Snipes post-succès du premier Blade. Mais Snipes, qui était un gros fan de cinéma hongkongais. En plus, oui, qu'il avait toujours revendiqué, qui faisait même des arts martiaux, même dans Passager 57. Enfin, voilà, et qui avait produit après L'Art de la guerre. L'Art de la guerre. Ouais, de Christian Duguay, qui était pas mal du tout, je trouve. Donc, on était dans cette logique, mais je ne sais pas si c'est Snipes qui a intégré ce côté un peu débilos de la prod. On pouvait s'attendre à quelque chose de rêche, et on voit un film, mais complètement
too much. Je veux dire, avec des scènes de cascade improbables, politiquement hyper incorrectes, un personnage un peu con mais très attachant par Mark Wahlberg, parce que c'est quand même l'histoire d'un tueur à gages qui a la phobie de ne pas plaire aux gens. Donc qui supporte pas, qui n'est pas capable de dire non et qui se fait arnaquer par ses copains tueurs à gages et qui se retrouve coincé avec une jeune japonaise mineure otage qu'il doit garder chez lui parce qu'ils lui l'ont fait kidnapper par accident. Enfin, le scénario, c'est un imbroglio complètement con, de moments complètement cons. Et au milieu du film, on n'en a plus rien à foutre de l'intrigue parce que le but du personnage est de ramener une cassette au vidéoclub, parce que c'était encore l'époque des vidéoclubs. Il doit ramener King Kong 2, qui doit ramener au vidéoclub, et ça devient sa quête. C'est-à-dire qu'il va fuir plein de tueurs à gages qui veulent lui défoncer la tête pour ramener sa cassette au vidéoclub de Hong Kong. Donc, Sébastien, peux-tu me donner tes impressions sur ce film ? Moi, je pense que c'est un film qui est très, très hongkongais dans l'âme, en fait. C'est vraiment un film qui est très hongkongais. Ça part dans tous les sens. Et moi, j'aime bien aussi voir le personnage le personnage principal qui est par Mark Wahlberg comme un mix entre Stephen Chow et Anthony Wong. En fait, c'est un peu les deux personnages-là qui se mélangent pour créer ce personnage. Il y a la comédie absurde, il y a des côtés malgré tout assez sombres et violents dans le film. Et c'est très hongkongais ce mélange des genres comme ça, ces ruptures de ton qui sont très très fortes. Ouais, je me souviens par exemple à Hong Kong de Tiger and the Beat qui était sorti en VHS chez nous avec HK, mais qui est un film très étonnant parce que c'est un film d'1h20 ou 1h30. La première heure, c'est une comédie hongkongaise donc avec ce personnage de Chow Yun-fat, donc qui est l'acteur de The Killer, à toute épreuve, qui est très sérieux, qui est très charismatique, etc. Qui joue un flic, mais plus que débile, qui finit par dans une des premières scènes, se pisser dessus littéralement. Donc c'est quelque chose de très stupide et assez fascinant. Et puis au bout d'une heure, je crois qu'il y a un de ses collègues qui meurt, qui dit bon, maintenant on va faire un film sérieux. Mais c'est vraiment ça. Ouais, et en fait, ça devient un autre film. Et là, il y a un peu ça, sauf que c'est toujours étonnant d'avoir Mark Wahlberg. Je ne peux pas comprendre comment il a pu accepter de faire ce film en se disant j'ai fait un film Boogie Night, je commence à avoir une petite carrière, je vais faire un film d'action. Ça, je comprends, mais je vais avoir un personnage complètement... C'est un film qui pouvait tuer sa carrière, quoi. On le voit aujourd'hui, c'est un film qui... D'ailleurs, est-ce que ça l'a pas un peu fait, d'une certaine manière, non ? Alors, ça c'est mon avis, je ne crois pas, parce que Mark Wahlberg s'est toujours attiré la sympathie du public en jouant des personnages typiquement cons. Dans Boogie Nights, il joue un personnage très attachant, mais un peu con, quand même, Dirk Diggler. Pareil. Comment ? Dans Pain and Gain, Michael Bay. Dans Pain and Gain, c'est pareil. Et même dans Les Infiltrés de Scorsese, je veux dire, je me souviens que beaucoup de gens qui ne connaissaient pas l'acteur à l'époque disaient « Putain, j'aime bien ce perso parce qu'il est très vulgaire, il est un peu con, mais bon, dans le fond, il est juste, sans spoiler. » Donc je crois que Wahlberg, dès qu'il est censé jouer un mec vraiment... quand il fait The Shooter, les gens ne retiennent pas, par exemple. Mais dès qu'il joue un mec un peu con, dont on peut se foutre de la gueule, dont le spectateur peut se moquer, finalement, c'est là qu'il attire le public. Je ne sais pas si lui en est conscient, mais tous les gens qui ont retenu ces personnages, c'est chaque fois qu'ils jouent un mec con, quoi. Ouais, mais tu oublies un truc important, il y a ce côté histoire d'amour avec une mineure qui est quand même très très étrange dans le film, et c'est quand même étonnant au scénario qu'il ne fasse pas. Alors elle sort du lycée, on l'a enlevée, elle est en mini-jupe façon Lolita, un peu kawaii, et je vais avoir une relation, alors que moi j'ai peut-être 10 ou 15 ans de plus. Tu vois, au tournant des années 2000, tout ça sur le ton de la comédie, ça me semble un peu étrange. Tu vois que Elliot Gould qui vomit parce qu'il est complètement bourré, ça fasse la blague, et que en plus il s'en fout, sa carrière elle est bien avancée, il n'y a pas de souci. Par contre, le personnage de Mark Wahlberg, tous ces trucs toutes ces aspérités, ça me semble un peu dangereux, non ? Alors c'est marrant parce qu'on arrive un petit peu, tu disais que c'est un film purement hongkongais, peut-être à travers aussi une forme de racisme, entre guillemets, parce que tu as beaucoup de caricatures. Souvenez-vous que le père de la japonaise mineure est un producteur japonais mégalo qui veut se faire harakiri parce qu'il a voulu produire un film dont il est la star et qui n'a pas marché. Et on a les scènes où il chante en japonais avec sa lame sur le ventre prêt à se faire harakiri, où il dit « j'ai fait faillite » avec un accent tout pourri. On a aussi Lou Diamond Phillips qui joue le latino typique, et quand il fait le mec qui va mourir dans les bras de Mark Wahlberg, on a une petite musique de mandoline. Quand il dit « je t'offrirai mon bateau », on partira tous les deux dessus. On a toutes les caricatures possibles et imaginables. Et surtout, on a ce personnage de grand black costaud qui dit lui-même, je suis désolé, c'est dans le film, qui dit « je nique depuis que j'ai l'âge de 10 ans, je ne savais pas qu'on pouvait se branler tout seul ». Et qui dit « les femmes me prennent ma thune, donc maintenant je fais des économies parce que je passe ma vie à me branler ». Et je pense que le film, en fait, et surtout le truc le plus politiquement incorrect, c'est la famille de Christina Applegate et d'Elliot Gould, qui est une famille de juifs,
qui, quand la belle-mère voit Mark Wahlberg, elle dit qu'il veut pas qu'il rentre dans une synagogue. Elle lui parle, elle fait poi, 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 et elle le traite de germano-irlandais. Donc on est dans toutes les caricatures. En fait, je pense c'est comme s'il avait voulu péter toutes les frontières du politiquement incorrect. Ouais, quelque part, il a voulu faire une espèce de catégorie 3 finalement, Ouais. en mettant tous les trucs les plus excessifs dedans, mais malgré tout, sachant qu'il n'était pas Hong Kong, donc il y avait moins de choses. Mais oui, moi quand je dis que c'est un film de Stephen Chow, je le pense vraiment. Il y a vraiment des côtés très, très... Il y a ce qu'on appelle la comédie Moleto à Hong Kong, c'est un truc qui est typiquement hongkongais, et on retrouve quelques traces dans The Big Hit, qui a fait un film vraiment, vraiment étrange, vraiment étrange. Hein. Et si je peux me permettre, souvenez-vous de ce combat final dans un vidéoclub où ils se battent dans les rayons trauma quand même. Donc où on voit vraiment les affiches de la trauma. Donc au-delà du côté hongkongais, typiquement, comme tu dis, cette comédie un peu acerbe, je pense même qu'il se référençait au cinéma américain le plus incorrect et dégueulasse possible, quoi. Juste après ce film, Kirk Kong fera un film qui s'appelle The Disciples que je n'ai pas vu et qu'il a signé sous pseudo, donc ça doit d'Alan Smithy. Donc je pense qu'on peut dire qu'il a renié le film. Je crois qu'il fait plus de films depuis même, ou peut-être un. Vraiment, j'ai pas entendu parler de lui, effectivement. Ouais. Donc son expérience n'a pas forcément été positive, à part ce Big Hit qui est complètement fou, quoi. On peut peut-être passer rapidement sur Ronnie Yu, qui est pas forcément celui auquel on pense le plus, mais qui a quand même réalisé un Magic Warriors, qui est un film un peu étrange, parce que c'est un film qui est tourné en Australie. Oui, production indépendante, qui raconte un peu sa famille, mais qui est plutôt un film familial pour enfants. Et puis après, il va faire La fiancée de Chucky, le 51e État, Freddy contre Jason. Donc c'est pareil, une carrière un peu étrange. Est-ce que c'est du Yes Man, ou est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'un peu plus personnel dans ces films-là? Il y a un petit peu de lui dans les Chucky qu'il a fait. Il y a un petit peu de lui. Après, il faut rentrer contre Freddy contre Jason. Je pense que là, c'est un film de Yes Man. Mais c'est quelqu'un qui avait une carrière très intéressante à Hong Kong, qui a notamment réalisé The Bride with the White Hair, qui est un film vraiment... Très très bon film en hongkongais. Qui est un chef-d'œuvre. Voilà, donc je pense que la carrière, je fais une petite parenthèse, ma carrière de hongkongaise de Ronnie Yu est un peu à redécouvrir aussi. Après, on l'a surtout connu quand on est parti aux États-Unis, mais il a vraiment une carrière intéressante à Hong Kong avant. Et on retrouve des choses il a fait beaucoup de films un peu horreur ou fantastiques à Hong Kong, et on retrouve certaines traces dans les Chucky qu'il a fait. Après, j'ai pas vu son film australien, celui-là j'ai pas vu, donc je ne peux pas trop en parler, mais Freddy contre Jason, c'est vraiment un film de Yes Man qu'il a fait pour... Je ne suis pas d'accord. Mais... Et écoute, on est là pour en discuter, justement. Mais ouais, je pense que dans les Chucky, il y a vraiment un petit peu de lui dedans. Et visuellement, c'est marrant parce que je me souviens d'une interview encore dans HK, c'était notre source surtout à l'époque, hein, je me souviens il avait fait un film avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, un film avec Brandon Lee qui s'appelait L'héritier de la violence. Ouais, c'est tout à fait, très bon film d'ailleurs. Très bon film, surtout les 20 dernières minutes qui étaient complètement folles, très bon film, où l'action était frénétique. Et il disait justement, là où HK disait ce film est vachement bien, lui il disait moi ça me fait chier, parce qu'il disait que en fait c'est après ça qu'il a décidé vraiment de travailler un peu sa direction artistique en fait. Donc on a eu La fiancée aux cheveux blancs, Bride with White Hair, et je crois qu'après il a fait un truc qui s'appelait Phantom Lover avec Leslie Cheung qui n'avait pas marché, mais qui était aussi très travaillé visuellement. Et je trouve que dans son passage à Hollywood, La fiancée de Chucky, si on compare à tous les autres épisodes de la saga, déjà, on a cette séquence au début avec Jennifer Tilly, c'est ça? Jennifer Tilly, ouais. Ouais, voilà. Tu vois, il y a les bulles au premier plan, il y a une espèce de lumière bleue, il y a ce côté où... moi, je me souviens, je l'ai vu à l'époque, il y a Rob Zombie, en musique, qui n'était pas encore connu comme réalisateur, qui chantait Living Dead Girl dessus. Il y avait ce côté où je me disais, putain, mais ça fait très clip MTV, mais avec quelque chose d'un petit peu plus raffiné, on va dire. Mais il y avait ce côté... Je sais que visuellement, je me disais, ah ouais, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il démarre un Chucky avec cet aspect visuel, quoi. Et effectivement, il a toujours aimé le cinéma un peu gothique. Ça se sentait. Il avait fait un film qui s'appelait SOS Maison Hantée avec Choi Yun-fat dans les années 80. The Tenant, je pense, en VO, je crois que c'est ça. Je l'ai connu par l'écran fantastique à l'époque. C'est comment tu dis? The Tenant. The Tenant, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça, ouais. C'est ça. Et oui, je pense à celui-là aussi, on retrouve quelques traces dans les Chucky. Tu as déjà ces éclairages un peu bleutés, expressionnistes. Et dans Freddy contre Jason, je trouve que, même si le film est super débile, mais le fan de Freddy que je suis, je trouve qu'on retrouve quand même un aspect visuel, un très joli scope, un aspect visuel quand même très travaillé, une lumière quand même assez expérimentale par rapport aux autres films de la saga, qui ont tous pourtant été des terrains d'expérimentation pour plein de réalisateurs qui ont fait carrière derrière. Mais je sais que quand je l'ai vu au cinéma, je me suis dit, putain, c'est débile, mais je ne me suis pas senti visuellement trahi en fait par Ronnie Yu, parce que c'est quelqu'un dont j'ai suivi la carrière
qui est complètement folle. Sylvain a raison. C'est vrai que c'est une carrière assez fascinante dont on parle peu, mais ce parcours, il est complètement fou, en fait, finalement. Et voilà, là où, par exemple, le 51e État était très con, mais visuellement très laid. Et je rappelle qu'on finissait avec un travelling dans l'anus de Meatloaf. Ouais, donc, voilà. C'est Samuel L. Jackson qui avait apporté le projet. Avec aussi ces punks qui se défectent dessus. Des skinheads, pardon, des skinheads qui se défectent dessus. Le kit de Samuel Jackson, d'ailleurs. Exactement, et le kit, film, c'est ça. Évoquons très rapidement les acteurs. Il y a eu Jackie Chan, Sam Moon, Jet Li. Est-ce qu'ils ont réussi leur passage à Hollywood? Jackie Chan, oui, parce que lui, il tourne toujours. Enfin, commercialement, c'est une réussite parce qu'il fait toujours des films. Il a fait beaucoup de films aux États-Unis. Il a fait des films à Hong Kong. Il a alterné les deux. Après, je sais que c'était un peu difficile pour lui de bosser en Amérique avec Hollywood parce que, bon, au niveau des cascades, des contrats, c'est compliqué. Sachant quand il faisait ses films hongkongais, il manquait de mourir 50 fois par tournage. Et à Hollywood, c'est un peu différent. C'est des choses qui sont très carrées, très protégées. Donc, c'était un peu compliqué. Puis après SCFA, il a eu les rush hours. Je pense qu'il a gagné plus avec un rush hour que tout ce qu'il a gagné avant à Hong Kong. Donc, il était très content. Jet Li, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a tourné dans des films qui n'en est pas forcément honneur à ses talents martiaux, en fait. Donc Jet Li est vraiment plus connu pour ses films hongkongais. Et Jackie Chan, ça lui a permis d'encore devenir une star vraiment internationale, vraiment reconnue par tous et par tout le monde. Maintenant, je pense que tout le monde connaît Jet Li tout le monde connaît Jackie Chan dans le monde, pardon. Nous, on a grandi avec le Jackie Chan hongkongais, mais maintenant, ma mère connaît Jackie Chan, par exemple, qui n'est pas du tout cinéphile. Mes enfants connaissent Jackie Chan, c'est quelqu'un qui est connu, c'est une figure connue de tous. Et ça, c'est aussi grâce au rush hour et tout ça qu'il a réussi à l'atteindre. Jackie Chan, ce qui est intéressant dans son parcours hollywoodien, c'est qu'il y a eu déjà un premier brouillon aussi, il ne faut pas oublier, quand il a fait les films avec le Chinois, le retour du Chinois de Robert Clouse. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, et qu'il est rentré en faisant Polystory, parce que justement, il a fait, il y en a marre, je fais les choses à ma façon, qu'il a finalement réalisé. Mais Jackie Chan, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une première tentative américaine qui a été complètement avortée finalement avec 2 échecs. Et en plus, à l'époque, je pense que le Hollywood du début des années 80 s'en battait les couilles parce qu'ils envoyaient Robert Clouse qui après allait faire la version dégueulasse du jeu de la mort qu'on connaît. Donc ils lui ont collé en fait alors j'aime pas dire un tâcheron parce qu'il y a des trucs de Robert Clouse que j'aime bien, mais il y avait ce côté où il collait pas le plus compétent des comédiens. Il disait c'est bon, il a fait un Bruce Lee, on peut lui l'envoyer, il va gérer le chinois, c'est le cas de le dire. Donc Jackie Chan, je pense que quand il est revenu à Hollywood, il connaissait un petit peu ses limites dans son terrain d'action, puis même il avait un petit peu tâté, on va dire, le Hollywood qui avait beaucoup changé 10 ans plus tard, parce qu'il avait fait son faux film hollywoodien avec Jackie Chan dans le Bronx, qui était tourné au Canada, que je trouve super cool d'ailleurs. Et il y a vraiment un côté très stratégique en fait finalement chez Jackie Chan, long et stratégique en fait. Oui, Jet Li a moins de stratégie. Ouais, complètement. Malheureusement. Jet Li n'a pas l'expérience de réalisateur et de producteur de Jackie Chan. Je crois qu'il a réalisé que Born to Defend, il me semble, Jet Li. Oui, je pense. Ouais. Ça, ouais. Je ne sais pas si c'était d'ailleurs une production hongkongaise ou si c'était fait en Chine populaire, mais Chine populaire, c'est ça, ouais, c'est ce qui me semblait. Mais il me semble que c'est le seul truc qu'il a réalisé. Ouais. Mais Jackie Chan a une expérience de producteur et de réalisateur de fou, quoi. Après, Jackie Chan, depuis toujours, il avait une carrière qui était planifiée. C'est quelqu'un qui planifiait beaucoup les choses, qui avait beaucoup d'ambition, qui voulait vraiment réussir à devenir. En fait, je me souviens de cette phrase qui était très marquante de Jackie Chan, parce qu'au départ, il voulait en faire le nouveau Bruce Lee. Et Jackie Chan dit, moi, avec la tête de clown que j'avais, je ne pouvais pas être Bruce Lee. Du coup, je suis devenu Jackie Chan. Et en fait, il s'est créé un personnage en étant tout ce qu'on n'était pas Bruce Lee. Donc en accent sur la comédie, sur son côté un peu naïf, un peu benet, tout ça. Et c'est ce personnage-là qui est devenu une star mondiale. Et aujourd'hui, on connaît le personnage Jackie Chan, finalement. On ne connaît pas vraiment Jackie Chan l'homme, on connaît le personnage Jackie Chan. Pour passer à une sorte de bilan de tout ce qu'on se serait dit, en tout cas juste avant de passer, ils sont quasiment tous retournés à Hong Kong, ou alors ils ont arrêté leur carrière. Très peu sont restés, aucun, même à ma connaissance. À part Jackie Chan qui continue à faire des films ou des coproductions. Mais lui, c'est en tant qu'acteur, donc c'est différent. Qui n'est pas parti de Hong Kong? Johnny To. Johnny To, oui. Il fait de la télé, je pense, à Hong Kong maintenant, Johnny To. Lui, il n'y est jamais allé. Après, il arrive un peu plus tard. Je sais quand il expose avec The Mission, on est déjà en 96, je pense. Quand mais il faisait des films avant. Il avait fait The Big Hit, mais qui ne s'écrit pas pareil, qu'il avait fait avec EHT, qui est un film hyper violent, qui est vraiment très bien. Produit par Choyard, qui est co-réalisé par 3 réalisateurs, dont... C'est ça, c'était le classique de la workshop.
Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est exposé sur le tard déjà à Hong Kong, qui était là depuis longtemps, mais qui a mis du temps à se faire un nom, à se faire connaître. Et puis il n'a jamais eu l'envie d'aller aux États-Unis. Parce que déjà que lui, il a un style qui est très très difficilement exportable, un film qui est très reconnaissable. Et puis ces films marchaient toujours bien à Hong Kong. Il a fait The Mission, il a fait les deux Elections, il a fait Exiled, il a fait Vengeance avec Johnny. C'est aussi un rendez-vous manqué, c'est une petite parenthèse. À la base, ça devait être, et il avait l'accord de Delon. Et ça devait être une sorte de réponse au samouraï 40 ans après, et c'est devenu Vengeance. T'as pas Delon, t'as Johnny Hallyday. Johnny, ouais. Bon, après, voilà, c'est réglé, quoi. Donc, c'est vraiment le grand nom qui n'est jamais allé aux États-Unis. Et là, maintenant, il continue à produire et à faire de la télé à Hong Kong. Oui. Il y a aussi Stephen Chow qui n'est pas parti, alors qu'il a eu quelques années après un succès. Si, il a fait. Alors, tu vas me parler de Dragon Ball Evolution. Est-ce que tu veux vraiment qu'on parle de Dragon Ball Evolution? Il a produit Dragon Ball Evolution de James Wong. Est-ce qu'on peut s'attarder dessus? Non, je crois pas. Non, peut-être qu'il s'est dit. Non, mais j'ai entendu dire qu'il voulait refaire une suite de Shaolin Soccer il y a quelques jours. C'est lancé là. Il cherche des producteurs étrangers, donc ce serait une coproduction certainement américaine. Pourquoi pas française? Pour que ça serait assez intéressant. Une version féminine de Shaolin Soccer. Mais c'est à peu près tout ce qu'il a tenté. Même en tant qu'acteur, il aurait pu aller faire. Après, c'est vraiment un style très particulier. Hein. Comme il dit, même Hong Kong, tout le monde n'est pas fan des films de Stephen Chow. Mais après, si on prend déjà ne fait que Shaolin Soccer ou Kung Fu Hustle, c'est déjà des films qui sont plus internationaux que vraiment hongkongais. Donc il aurait pu, après cela. Je pense un réalisateur chorégraphe qui a fait au moins un film aux États-Unis et qui est vite reparti, je crois. C'est Shin Chu-tung qui a fait Belly of the Beast avec Steven Seagal. Donc voilà, Shin Chu-tung, donc c'est le réalisateur de Histoire fantôme chinois 1, 2 et 3, je crois d'ailleurs. C'est un peu l'homme de main de Tsoyark à l'époque. Et qui avait fait le très bon Duel, que moi j'aime beaucoup en tout cas, Duel to the Death. Donc, est-ce qu'on n'a pas un transporteur par Corey Yuen aussi? Oui, aussi celui qui est resté, qui fait les scènes d'action de tout le monde aussi, c'est Corey Yuen en fait. C'est les chorégraphes finalement. Parce qu'on a eu Yen Wuping qui a été vachement mis en avant après le succès des Matrix. Et je pense que les chorégraphes sont beaucoup restés quand même à Hollywood, peut-être plus longtemps que les réalisateurs, j'ai l'impression. Après, on a quelques actrices. Il y a Shutsi qui est restée là, il y a Gong Li qui a tourné un peu là-bas, Michelle Yeoh qui maintenant a explosé, que tout le monde découvre à 65 ans, alors qu'elle a une carrière longue comme le bras derrière elle. Mais après, tant mieux, moi ça me va très bien, aucun souci. Donc voilà, il y a quelques personnages comme ça qui sont restés. Il y a Tony Leung Ka-fai qui a eu l'amant en France. Et Tony Leung Chiu-wai qui fait le méchant dans Chung-Chi quand même. Chung-Chi, ouais. Voilà, on a eu quelques trucs comme ça, mais ouais, je pense que c'est surtout les comédiennes qui ont le plus réussi, comme Gong Li et compagnie. Oublié, il y a eu Maggie Cheung avec Bernard Campan dans Kung Fu. Comment c'était le film de Augustin le roi du Kung Fu. Augustin roi du Kung Fu de, je sais plus comment elle s'appelle cette réalisatrice. Anne Fontaine. Bon, ça peut être le mot de la fin presque. Oui, je pense que ça résume Finissons bientôt, sur Anne Fontaine. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore des traces de ce passage à Hollywood ou pas, que ce soit leur cinématographie ou... Je pense qu'Hollywood recycle tellement et enchaîne tellement les modes que là, la mode Hong Kong est un peu passée. On a eu des traces du cinéma coréen après dans cette brutalité qui est arrivée. Et là, pour rebondir un peu sur ce que disait François avec John Wick, on a un peu des films, ce que j'appelle moi les films de cascadeurs qui reviennent, qui étaient assez aussi spécifiques à Hong Kong. Et donc je pense que c'est plutôt dans les cascades, ce genre de trucs qui ont cet aspect-là. On a eu aussi la petite mode thaïlandaise à l'époque de Hong Bak et de Tony Jaa qui s'inspiraient de Hong Kong, qui sont allés aux États-Unis, qui sont inspirés de tout ça. Donc je pense que Hong Kong est encore là par petites gouttes comme par-ci par-là. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est Hong Kong, il est mort ou pratiquement. Il y a un ou deux polars qui sortent de temps en temps. Il y a Limbo qui sort là récemment. Il y a eu Dragon Squad, je pense, de Benny Chan qui est sorti l'année dernière. D'ailleurs, on a envie d'en parler. Il y a Donnie Yen qui est toujours là aussi, qui fait ses trucs. Et qui est dans le blockbuster aujourd'hui, qui fait son apparition dans Star Wars. Donc à partir de là, on peut dire qui a fait un John Wick. Voilà. Donc voilà, mais je pense aujourd'hui, il reste. Je pense que ça recycle tellement vite à Hollywood, les modes passent tellement vite que la mode hongkongaise a eu son petit heure de gloire grâce aux sœurs Wachowski qui ont vraiment. C'est le meilleur hommage à Hong Kong, c'était elle. Et j'insiste grâce quand même à Snipes avec Snipes les deux aussi, premiers Blade quand même, parce que le premier Blade date d'un an avant Matrix. Ouais, et je sais que tout le monde était quand même surpris de voir des
des bastons. Je veux dire, on était encore au baston de saloon presque. C'est un peu vulgaire, mais c'est vrai. Et la même année, on avait le premier Blade et Jet Li qui faisait le méchant dans Arme Fatale 4 en 98. C'est toujours dur de voir Jim se faire casser la gueule par Mel Gibson, j'avoue. Ça fait... Oui, non, mais il se fait empaler par Mel Gibson et Danny Glover, donc on pardonne. Ouais, en gros, on est passé au film de bourre-pif, au film de kung-fu, quoi, grâce à ces personnes-là. Donc voilà, c'était une bonne époque. Mais aujourd'hui, je pense que ça recycle tellement vite qu'il ne reste plus énormément de choses dans le cinéma hollywoodien d'aujourd'hui de Hong Kong. Peut-être, moi, j'aime bien aussi faire le parallèle avec Tom Cruise, qui fait vraiment des films performance. Et vraiment dans ce côté dépassement de soi, performance ultime, il y a un petit côté Jackie Chan qu'on retrouvait à l'époque avec des moyens très proportionnés. Mais là, par exemple, on va voir un Tom Cruise, qu'on va voir un Jackie Chan. Il fait Mission Impossible, ça pourrait être autre chose, mais ça reste un Tom Cruise, quoi. Il y a peut-être aussi, je pense, il me semble qu'il y avait aussi un peu des cinéastes, je veux dire, à part, qui ont vraiment infusé le cinéma de Hong Kong à travers différents films. Je pense bien sûr à Guillermo del Toro, je parlais de Blade, donc je pense beaucoup à Blade 2, et qui avait fait déjà apparaître Donnie Yen, c'était il y a 20 ans. Mais un rôle muet, je pense. Oui, c'est ça, ouais. Il était dans le gang, le Blood Pack, et je sais... alors, par l'ami d'un ami, que justement, il y avait... normalement, Donnie Yen devait avoir plus de scènes, et Snipes, qui était producteur, avait peur que ça dévalorise Blade, en fait. Donc, mais Guillermo del Toro, il était fou de joie, il voulait vraiment tourner plus de séquences de baston avec Donnie Yen. Et aussi, je pense à quelqu'un comme très différent, mais Edgar Wright, qui a tourné avec le chorégraphe de Jackie Chan, notamment quand il a fait Scott Pilgrim, vrai, et Le Dernier Pub avant la fin du monde, où on sent qu'il y a eu un passage de level dans les chorégraphies des scènes d'action, si on compare à Hot Fuzz, que j'aime beaucoup, mais où les scènes d'action sont pas très bien chorégraphiées, alors que dès qu'on passe à Scott Pilgrim, on a quand même des chorégraphies de fou, et je crois que ce chorégraphe est mort récemment d'ailleurs, je sais plus le nom de ce chorégraphe. En fait, ce chorégraphe, il s'appelait Brad Alan James. C'était donc effectivement un élève de l'école de Jackie Chan. Je crois même que c'était à l'époque le seul occidental qui avait réussi à intégrer son école justement d'arts martiaux, enfin son école d'arts martiaux de cascade. Et en fait, c'était un mec qui a travaillé notamment aussi sur Guillermo del Toro, notamment sur Hellboy 2. Et c'est Guillermo del Toro qui avait recommandé ce cascadeur à justement Edgar Wright à partir de Scott Pilgrim. Ils ont aussi fait Le Dernier Pub avant la fin du monde ensemble. Après, il avait fait une autre rencontre décisive, c'est avec Matthew Vaughn sur Kingsman, puisque c'est lui qui a fait les chorégraphies de combat des 3 Kingsman, dont d'ailleurs certaines sont littéralement des hommages explicites au cinéma de Hong Kong. Notamment, je pense au climax dans le 2e volet, qui est littéralement une reprise de The Blade. Littéralement, c'est de la mythologie du sabreur manchot. Et il a été appelé à ses 2 derniers travaux, donc c'est le 3e Kingsman et c'est la production Marvel Shang-Chi, dans lequel justement il y a 1 ou 2 scènes dans lesquelles il rend hommage aux chorégraphies qu'on voyait plutôt dansantes, comme on dit, qu'on voyait dans les histoires de fantômes chinois de Ching Shu-tung notamment. Et je rajouterai un dernier mot, c'est qu'il y a aussi une petite équipe qui a récemment fait parler d'elle. C'est des jeunes cascadeurs d'une chaîne YouTube qui s'appelait Martial Action Club, qui ont bossé récemment, qui ont bossé notamment sur des productions comme, allez voir leurs vidéos, c'est vraiment chouette, qui ont fait des petits rôles notamment dans G.I. Joe et tout, mais qui ont surtout fait parler d'eux sur Everything Everywhere All at Once, donc le film avec Michelle Yeoh des Daniels qui a permis à Michelle Yeoh d'avoir l'Oscar meilleure actrice. Et c'était les Daniels, ils avaient repéré justement sur leurs vidéos YouTube, et eux, leur idée, c'est justement de revenir aux chorégraphies à la Jackie Chan, justement, les chorégraphies des Lucky Stars. Voilà. Du coup, j'en profite pour citer un film dont je me voudrais à mort de ne pas citer, c'est Bad Boys 2, qui reprend une scène complète de Flick Story. Oui. Donc, quand il détruit le bidonville avec son grand Hummer, il y a la même scène dans Flick Story avec Jackie Chan. Ouais. Et il y a un Stallone aussi qui reprend une scène de Polystory, Tango et Cash. Voilà. Mais je me devais de citer Michael Bay. Pour répondre à ta question, finalement, si on se fie à ce que tu nous as dit, rappelle-moi ton prénom, à ce que Johan nous a dit. Je trouve que là où Johan marque vraiment un point, c'est que finalement, ça fait un peu basculer le point de vue, c'est que finalement, le cinéma de Hong Kong s'exprime à travers les cinéastes les plus auteurs hollywoodiens, en fait, qu'il a marqué, les plus cinéphiles. Alors, il est moins omniprésent qu'à l'époque post-Matrix, mais, j'ai envie de dire, il n'est pas mort. Oui, c'est surtout le côté martial plutôt que le côté polar en fait qui est toujours là. Et ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est ce côté film de cascade en fait qui a vraiment été une des grosses ruptures qu'il y avait entre Hong Kong et les États-Unis. C'est ces cascades qui étaient hyper dangereuses mais à la fois hyper visuelles.
Eh ben, merci beaucoup à vous deux pour cette conversation, ce premier numéro donc, de Bizarre qui s'achève. Merci Sébastien. Donc, je recommande une fois de plus ton livre Ringolam l'incendiaire chez Aardvark. Merci François. On se reverra peut-être pour un autre numéro. Et puis, bonne continuation et à très vite. Merci.愛して